Je vous propose de commencer ce traditionnel débat plateau de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Je suis très heureuse de vous voir nombreux avec nos invités fidèles et puis quelques têtes aussi nouvelles. Et puis j'espère que vous êtes aussi nombreux à nous suivre et à participer à nos échanges à travers les ondes et les médias sociaux. Alors aujourd'hui, nous avons choisi un thème qui s'inscrit dans les débats qui sont ouverts aujourd'hui sur la future loi dépendance et la grande consultation qui a été lancée par la ministre Agnès Buzyn, puisque nous allons parler du fameux lien domicile-établissement. Et d'ailleurs, effectivement, on a la façon dont la question a été posée aujourd'hui, mais peut-être certains intervenants en parleront, est une question qui est assez vue du point de vue de l'opérateur, finalement, ou d'un opérateur de service, puisque c'est le fameux continuum établissement-domicile ou domicile-établissement, avec effectivement la question sous-jacente, comment est-ce qu'on peut accompagner, comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux d'établissements, qu'ils soient d'ailleurs sanitaires ou médico-sociaux, et toutes les plateformes de services qui existent ou qui commencent à se constituer pour apporter le soutien que chacun appelle de ses voeux, c'est-à-dire un soutien au plus près des lieux de vie, des familles et des besoins des personnes âgées ou fragilisées. Je crois que c'est vraiment l'objet du débat ce soir. Alors nous allons avoir un plateau très, très diversifié avec à la fois deux éminentes représentantes de la représentation nationale, et puis je suis contente que ce soit deux députées femmes avec la députée Agnès Firmin-Lebaudot et avec la députée Sarah El Haary. Je les remercie beaucoup d'être là toutes les deux ce soir, et puis aussi pour discuter et débattre avec vous des opérateurs ou en tout cas des acteurs aujourd'hui de l'aide et du soutien, avec Véronique Chérier qui est directrice du technopôle Alpes Santé à domicile et autonomie et qui fait partie d'un projet européen très innovant qui s'appelle Activage et qui consiste à voir avec un des établissements Corian, en l'occurrence une clinique de soins de suite y participe, consiste à voir comment est-ce qu'on peut utiliser le digital et toutes les technologies du suivi à digital pour organiser des vrais parcours de retour à domicile et de soutien dans la durée. Et puis nous aurons aussi le point de vue d'un industriel du secteur, en l'occurrence porté par Jean-Philippe Arnoux, qui est le directeur Silver Economy Accessibilité chez Saint-Gobain. Donc on voit bien que cette problématique de proche en proche irrigue évidemment à la fois les professionnels du soin et de la santé, mais aussi bien d'autres industries et bien d'autres acteurs économiques dans notre pays. Et puis nous aurons également le témoignage porté par Monique Roland, qui est directrice des opérations seniors, donc médico-sociales en Île-de-France et dans le nord et dans l'ouest de la France, et qui parlera d'un certain nombre d'expériences qui ont cours aujourd'hui pour accompagner des sorties d'hôpital, du retour à domicile, et pour accompagner aussi du soutien à domicile avec l'aide de dispositifs connectés. Et puis j'espère qu'avec fort de tous ces échanges, cela donnera beaucoup d'envie dans la salle de partager d'autres expériences. J'ai l'impression qu'il y a certains sont venus de Suisse romande et pourraient avoir envie de raconter aussi ce qui se passe du côté du lac Léman. Et puis enfin, ça c'est après, au moment où on partagera le verre de l'amitié habituel, il y a aussi une séance de signature qui est organisée avec le magnifique ouvrage écrit par une infirmière coordinatrice, Valérie Molière, L'âge fragile, qui est vraiment un très beau livre que je vous recommande de regarder et d'acheter, qui est un témoignage sur les 1001 réalités triste, gaie, tendre, émouvante que l'on peut vivre en maison de retraite quand on accompagne des personnes âgées et leurs proches et le quotidien que l'on peut y vivre. Voilà, donc ça c'est la séance littéraire magnifique après cet échange. Sans plus tarder, je cède la parole à notre président du conseil scientifique de la Fondation Corian, Serge Guérin, que je ne présente plus, pour lancer ce débat. Serge. Merci. Eh bien, mes hommages aux unes, comme il est de bon ton, et bonsoir aux uns. On est extrêmement nombreux ce soir. C'est très, très sympathique. Alors, vous savez, tous les 6 mois, on se réunit à un moment ou à un autre, puis on réfléchit, alors, quels vont être les sujets, sur quoi ça peut aller. Alors, il y a des sujets qui sont un petit peu imposés parce qu'il y a une actualité, parce qu'il y a des interrogations, ainsi de suite. Puis il y a aussi des sujets qui évoluent, tout simplement parce que le monde évolue. Et dans tous ces sujets sur lesquels on s'était dit à un moment donné, mais on a très très longtemps opposé le chez-soi et
et l'établissement. D'ailleurs, souvent, c'était une opposition qui était aussi liée à la fois à un discours souvent un petit peu dominant, un petit peu du haut. On va dire aux gens ce qui est bien pour eux. Et puis c'était aussi un discours parfois un petit peu manichéen, un petit peu violent même, en disant on va même les mots le signifiaient très bien. Par exemple, le maintien à domicile. Je te maintiens chez toi et surtout tu ne lèves pas la tête, tu ne sors pas la tête de l'eau ou de chez toi parce qu'en plus c'est dangereux dehors et tout ça. Donc pour vieillir longtemps, vieillir seul, protégé, en prison. Et donc évidemment ça fonctionne pas toujours aussi bien que ça. Ou bien de l'autre côté c'était on va placer en institution telle ou telle personne. Vous voyez bien, maintenir, placer, on était quand même dans des termes extrêmement violents. Et puis aussi où finalement c'était une vision où tous les seniors, tous les gens âgés, toutes les personnes en perte d'autonomie se ressemblent, seraient les mêmes. Or là aussi, on est dans un moment où, grande découverte, stupeur et putréfaction, en fin de compte, il y a plein de manières d'avoir 70 ans, 75 ans, 80 ans, 100 ans, ainsi de suite. Il y a plein de façons de vivre son âge et les envies ne sont pas nécessairement les besoins. Les envies, d'ailleurs, c'est un mot important parce qu'il y a la notion de besoin. Parfois, je n'ai pas le choix, j'ai tel ou tel besoin, mais il y a aussi la notion d'envie. Envie, ça veut dire des désirs, quel que soit mon âge et quelle que soit ma situation, au-delà des besoins auxquels il faut répondre, il y a aussi une question de désir, d'envie, de plaisir. Comment on arrive à trouver à mixer un petit peu les deux, et c'est un petit peu ça l'enjeu, et cette histoire de domicile, établissement ou établissement-domicile vient de là, se dire, mais, en fin de compte, est-ce qu'il n'y a pas à inventer d'autres choses? Est-ce qu'on n'est pas en train, est-ce que la société n'est pas en train de bouger, n'est pas en train d'inventer un certain nombre d'autres choses? Et puis, il se trouve qu'on réfléchit à ça il y a quelques mois, puis à un moment donné, le gouvernement finit un jour un petit peu par se réveiller, dit, il faudrait peut-être faire quand même une réforme, une loi, une question autour de ces questions d'accompagnement du grand âge. Et qui dit gouvernement, qui dit loi, dit généralement député. Alors, c'est une vieille histoire, je ne vais pas revenir à Montesquieu et tout ça, mais enfin, ça a fait ses preuves. Et donc, c'était l'idée aussi. Donc, la représentation nationale va devoir y réfléchir sérieusement. Et on s'est dit, ça serait intéressant que des personnes qui sont des acteurs au sein de l'Assemblée de ces sujets-là puissent venir nous retrouver pour, non pas faire un grand discours, mais plutôt réagir à ce qui va être raconté. Et donc, c'est un petit peu pour ça que Agnès et Sarah, on vous remercie vraiment d'être venus ce soir avec nous. Elles ont un petit peu d'occupation dans la vie. Elles sont, voilà. Et donc, c'est vraiment sympa de s'être libéré. Je tiens à dire aussi que vous êtes des députés de territoire. Donc, c'est aussi la question de tout ne se passe pas en centre-ville, mais il y a aussi des choses qui se passent en centre-ville. Voilà. Et donc, c'est comment on réagit aussi, comment on y répond dans d'autres lieux qui sont Paris. Et puis, la dernière chose, c'est que l'une a une activité à côté qui s'appelle la pharmacie. Donc elle tient toujours une officine et ainsi de suite. Donc c'est aussi un lien qui est intéressant. Agnès, c'est aussi un lien fort. Hein. Et puis Sarah, elle, vient du monde de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est aussi un autre regard et aussi une question justement sur la notion de service. Donc tout ça viendra, je pense, enrichir notre réflexion. Alors, le moment tant attendu est arrivé. Je vais demander à nos trois stars du soir de bien vouloir me rejoindre. J'ai demandé d'abord à Véronique Chéry de bien vouloir venir. Alors Véronique, elle n'est pas venue en vélo, parce qu'elle vient de Grenoble. On y a réfléchi, mais ça faisait quand même loin. Voilà, donc elle a décidé... Voilà. Ouais, c'était sympa, quoi. Donc on a utilisé des outils qui s'appellent le TGV. Voilà, mais elle nous rejoint. Monique Roland, qui n'est pas venue en vélo, même si elle vient de moins loin, mais pour des raisons... voilà, elle ne pouvait pas non plus. Merci. Et puis, Jean-Philippe Arnoux, il aurait pu venir en camion, mais il est venu pas en camion. Voilà. Merci Jean-Philippe. Alors, peut-être avant de démarrer, vous savez, la Fondation Corian pour le bien vieillir ne recule devant aucun sacrifice. Et donc, vous voyez cette salle comme elle est belle. Donc, on va commencer par un film. Donc, on va d'abord voir un film et à partir de là, on réagira. Et ce film-là, il va déjà synthétiser une grande partie de l'expérience qui est portée par le département de l'Isère. ActiveEdge est un projet qui complète et qui prolonge le projet Iseradom du département de l'Isère, qui est un bouquet de services pour les personnes à domicile en perte d'autonomie. ActiveEdge propose des capteurs à domicile pour la sécurité et le confort de personnes retraitées, actives. C'est une première catégorie d'utilisateurs. J'ai choisi le contrôle de fuite de gaz parce que souvent on oublie d'éteindre complètement le gaz lorsqu'on fait mijoter un plat. Et puis là, pour l'ouverture de porte, l'appartement est un peu vieux ici, les portes sont anciennes et la porte qui a fermeture automatique a tendance à rebondir lorsqu'on la ferme et donc je veux m'assurer qu'elle est bien verrouillée la nuit. Deuxième catégorie, cette personne vieillit
devient dépendante et sollicite classiquement des services à la personne. Les capteurs vont envoyer leurs données vers ce qu'on appelle un cahier de liaison numérique partagé, ce qui permet aux responsables des services à la personne, dans le cadre d'un suivi qu'on a appelé suivi sentinelle, de solliciter un médecin juste quand il faut, si besoin, au bon moment. La mission d'un centre de rééducation comme le centre de rééducation Corian-les-Granges, c'est de permettre un retour possible à domicile de personnes âgées hospitalisées suite à un accident de la vie. La grande majorité de nos patients rentrent à domicile avec des plans d'aide humaine, le passage de l'infirmière, le portage des repas, les aides ménagères. Mais la question de la sécurité et de l'autonomie reste entière lorsque le patient est seul à domicile. Donc là, on a un capteur de mouvement. Ça, c'est un capteur de porte. ActiveEdge permettra aux soignants et aux rééducateurs de suivre le patient dans son quotidien, tant au niveau du confort que de la sécurité. Pour le patient, ce qui compte, c'est chercher évidemment le confort, mais plutôt d'essayer de diminuer l'inconfort du patient qui est difficile à supporter la plupart du temps. Là, nous avons un pommeau avec un capteur qui mesure le temps d'écoulement d'eau. Si le patient chute et laisse l'eau couler, une alerte nous sera envoyée directement sur la tablette. Pour la clinique Corian-les-Granges, l'expérimentation ActiveEdge est très intéressante pour étudier l'intérêt de l'aide technologique en complément de l'aide humaine. Jean, voici la tablette ActiveEdge qui te permettra de consulter différents messages, qui te permettra également d'avoir quelques informations locales et de consulter l'état des capteurs que l'on a installés. Oui, effectivement, ça me paraît très simple, hein. C'est bien. Les projets Zeradom et ActiveEdge ont pour ambition de construire le bien vivre à domicile de demain afin que toutes les personnes le désirant puissent rester chez elles le plus longtemps possible, quel que soit leur âge et leur degré de dépendance. C'est un enjeu européen et à la fois réellement territorial. Voilà, donc ça nous met déjà largement dans le bain. Et donc, comment cette évolution s'est faite? Comment vous avez réfléchi aux choses? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je présume qu'il y a une prise de conscience progressive. Et donc, voilà, un petit peu nous raconter la genèse de cette histoire. Et le but, évidemment, derrière. On a, je dirais, la particularité en Isère d'avoir un département qui est très investi, ce qui est très bien, évidemment, et avec, on va dire, deux mots-clés. Le mot-clé, le premier, c'est le décloisonnement. Alors, c'est pas nouveau comme problématique, tout le monde la connaît. Décloisonnement sanitaire et médico-social, évidemment, et décloisonnement entre les services. Et là, du coup, ce qui est mis en œuvre, c'est ce qui a été un petit peu montré, notamment en termes d'outils, cette notion de cahier de liaison numérique où on dit s'il y a une téléalarme, s'il y a un coaching motivationnel, s'il y a une intervention d'un cabinet infirmier libéral et des services à domicile, quel est le support complémentaire au décloisonnement. Ça ne va pas tout résoudre, mais en tout cas, c'est un outil au service d'eux. Dans ce cadre-là, et donc tout ça est en lien avec les systèmes d'information santé de l'ARS, ça s'appelle CISRA en Rhône-Alpes, qui doit permettre la liaison ville-hôpital, justement, en cas de besoin. Dans le cadre de ce décloisonnement, on est parti sur un principe où les intervenants réguliers au domicile, ça peut être des cabinets infirmiers ou ça peut être des services à domicile, sont finalement véritablement les yeux et les oreilles de tout ce qui se passe au domicile. Ce sont les gens les plus présents et le plus régulièrement. Comment est-ce que ces métiers-là, on les reconnaît dans cette vigilance qu'ils ont au quotidien, finalement, sur les évolutions, les glissements de situation, puisqu'on va faire de la prévention, on ne gère pas l'alerte, on est toujours dans la prévention. Et donc, fort de cette réflexion, donc on met en place des outils numériques type cahier de liaison, on met en place ce qu'on appelle un suivi sentinelle, pourquoi pas, on peut discuter du terme, mais en tout cas reconnaître à un professionnel du domicile, encore une fois, infirmière libérale ou service à la personne, cette mission de regarder l'ensemble des données qui remontent pour pouvoir interpeller au bon moment un professionnel relais comme un médecin ou un référent médico-social. Et bien sûr, on est tous sollicités par des propositions de capteurs divers et variés, et donc là je fais le lien cette fois-ci avec ActiveEdge en disant finalement un certain nombre de capteurs peuvent venir alimenter ces indicateurs de fragilité et ces indicateurs de vigilance. Et donc, ce que l'on travaille dans ActiveEdge, c'est quelle est la part du numérique qui viendrait compléter, si je puis dire, les modes opératoires des professionnels en remontant une information comme, par exemple, un capteur qui me fait valoir qu'au bout d'un certain temps, j'utilise de moins en moins, admettons, les plaques électriques de ma cuisine et est-ce qu'il y a eu des éléments dont je dois tenir compte en plus de l'observation que je fais au domicile. Ça, c'est cette notion de décloisonnement avec du coup aussi cette notion de désir
désigner un interlocuteur qui pourrait être l'interlocuteur derrière du centre hospitalier quand on doit organiser le retour à domicile. À qui s'adresse le centre hospitalier si la famille n'est pas en capacité de répondre pour organiser le retour à domicile? Ne faudrait-il pas systématiser, officialiser cette notion de référent de situation au domicile? Donc on est vraiment dans cette réflexion et ActiveEdge vient amener cette notion de numérique en plus des processus métiers dont je parle. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément qui est important dans ActiveEdge, c'est que finalement, toujours aussi dans le but d'avoir des bouquets de services, d'avoir des complémentarités de services pour le maintien à domicile, pour le soutien, pardon, dans son lieu de vie, hein, pour revenir sur l'introduction. Finalement, avoir cette réflexion également sur cette notion de service. Et là, dans ActiveEdge, je ne sais pas si c'était clair dans le film, mais ce sont les mêmes capteurs qui sont utilisés dans la chambre Corian, chez des panels de personnes en perte d'autonomie ou chez des panels de personnes retraitées actives, comme on a vu Jean Kailen dans le film. Autrement dit, est-ce qu'une même offre technique, et donc je parle du coup d'investissement, je parle du coup de travaux d'installation, je parle du coup de prise en main, d'acceptabilité, d'habitude de vie, pourrait être utilisée dans ces différents cas de figure, ce qui faciliterait du coup là aussi la liaison ville-hôpital, parce qu'on est avec des outils qui doivent devenir quelque part, pas familiers, c'est pas tellement le terme, mais qui rentrent dans, je dirais, mes habitudes de vie. Voilà deux notions de complémentarité d'ActiveEdge et d'Iseradom du coup. D'accord. Ce qu'on voit bien en vous écoutant, d'abord, alors on pourrait peut-être redire aussi en quelques mots, ça représente quoi la population âgée en Isère? Et je présume que la géographie de l'Isère pose aussi une problématique avec des chemins sinueux, des montagnes. C'est pas original. On n'est pas en Corse, mais quand même. Ouais. L'Isère, c'est de la montagne, le plateau du Vercors, Loisan, enfin vous allez skier, ou vous passez tous par Grenoble un jour ou l'autre pour aller dans les stations de ski vraisemblablement. Donc montagne, beaucoup de rural aussi, hein. On dit semi-rural d'ailleurs, c'est plus politiquement correct, vraiment de l'urbain, parce que Grenoble c'est 400 000 habitants. La population de l'Isère c'est 1 200 000 et pour avoir des points de repère, on a 18 000 personnes qui ont l'APA, l'allocation personnalisée autonomie, voilà, juste pour un peu situer. Après les chiffres sont un peu les mêmes que partout, même si c'est pas le département le plus vieillissant, mais il y a une vraie problématique, par exemple, en Isère, où il y a un vrai déficit de places en EHPAD. Il y a quasiment 10 000 personnes en liste d'attente. Donc quand même, il y a un enjeu du coup de maintien, de soutien dans son lieu de vie qui est particulièrement importante pour l'ARS et pour le département, qui justifie aussi qu'il y a un investissement dans les solutions de domicile particulièrement important. Ouais. D'accord. Ah. Sophie Boissard a une excellente mémoire, donc elle n'a pas pris de stylo ni de quoi que ce soit, mais elle a déjà noté voilà, le chiffre qui est quand même... D'ailleurs, j'ai entendu des murmures, donc on voit que c'est aussi important. Je crois que dans les éléments que vous avez mis en avant, il y a cette question où justement on n'oppose pas des techniques et des êtres humains, mais où c'est aussi une manière de valoriser et d'affirmer le rôle de personnes qui sont un peu en interface, qui sont des médiateurs, ainsi de suite, voire même d'inventer une sorte de nouveau métier. Hein, c'est un petit peu ça aussi qu'il y a derrière. Et puis l'autre élément, c'est on réduit aussi les chocs. Puisqu'on disait c'est le continuum, c'est aussi que du coup, je peux retrouver les mêmes choses si je change de lieu de vie, justement. Donc c'est aussi ça qui est dans votre... C'est-à-dire une manière aussi de, sans doute, d'amortir les ruptures possibles quand on change comme ça d'espace. Alors c'est bien la logique qu'on essaie effectivement d'avoir, puisque c'est la même offre, encore une fois, qui est dans les différentes situations qu'on a en expérimentation. Après, l'autre point, et je pense que là-dessus, tout le monde en est d'accord aujourd'hui, c'est que ces objets numériques pour les personnes fragiles ou en perte d'autonomie nécessitent fondamentalement d'être accompagnés. S'il n'y a pas l'accompagnement, il ne se passe rien derrière. Or, certes, il peut y avoir l'accompagnement des aidants naturels, mais quand même, encore une fois, les professionnels les plus réguliers au domicile, c'est qui? C'est le médico-social. Et donc, si on ne fait pas évoluer ces métiers, ces organisations, ces compétences pour accompagner et intégrer le numérique dans le métier, on n'y arrivera pas. Et ça commence à bouger, moi, je trouve. C'est-à-dire que la filière s'en empare. Les structures de l'ESS, économie sociale ou solidaire, ou les structures privées sont plus ouvertes. Alors, les privés s'en est emparé depuis quelques années. L'ESS commence à s'en emparer. Il y a des soucis, évidemment, financiers. Il faut investir, il faut avoir de l'argent, de la trésorerie, ce qui n'est pas facile dans l'ESS. Par contre, on voit bien que les mentalités commencent à changer. Et ceci dit, malgré tout, les retours des professionnels, donc on fait des formations justement pour prendre en main le cahier des ondes numériques, les données de capteurs. Et là, on a, j'ai envie de dire, un peu la même courbe de Gauss comment dirais-je, vous savez, de la réaction face à l'innovation. Il y a les early adopters, comme on dit, et donc il y a des auxiliaires de vie qui disent, mais c'est notre métier, on fait déjà ça, sauf que là, on a d'autres outils. Oui, c'est exactement ça. Vous le faites, et là, vous avez d'autres outils. On diversifie les sources d'information. Et à l'opposé de la courbe de Gauss, vous avez celles qui disent, mais là, on va devenir des super
super assistante sociale connectée. Eh ben non, mais je reconnais que ça puisse faire peur, mais ce qui montre simplement qu'on a besoin de démarrer, j'ai envie de dire, ces actions de terrain pour montrer qu'effectivement, on reste dans l'accompagnement, on reste dans on maintient évidemment le bénéficiaire au centre, sauf qu'on a d'autres informations qui doivent se compléter pour être plus, pas réactif au sens urgence, mais au plus près, si je puis dire, des besoins à satisfaire en vue, toujours pareil, d'adapter le plan d'aide, le plan de soins au bon moment. On attend trop aujourd'hui. On attend trop à être au pied du mur avant d'intervenir. Et ça va pas. Oui, ça va pas humainement et en plus, c'est pas efficace. C'est ça. Mais ça veut dire aussi que du coup, ce public, ces acteurs du care, entre eux qui parfois, finalement, se connaissent pas tant que ça, travaillent pas tant que ça ensemble, votre démarche les a aidés à un peu structurer, un peu fédérer, pour que les gens, tout simplement, soient plus en lien les uns avec les autres? J'ai envie de dire, il faut qu'on rentre dans les logiques existantes, les fameuses CPTS, si je le dis dans le bon sens, hein, c'est bien ça. Il faudra traduire, là. Alors, je vais essayer de le traduire correctement. Comité professionnel territorial de santé, c'est bien ça? Ça fait rêver. Ça fait rêver. Bref, c'est ce qui est dans la loi, hein, on est bien d'accord. Hein, ou, je vais le dire différemment, les coordinations territoriales, on va dire ça comme ça. Et donc, certains territoires ont ces coordinations, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, en général un CCAS, mais pas que, qui rassemble les professionnels, pharmaciens, infirmiers, médecins, évidemment, service à la personne, pour se parler des situations plutôt difficiles. Et donc, dans le cas de ces coordinations, ces outils viennent en support. Autrement dit, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas l'outil qui fait la coordination, c'est la coordination qui a besoin d'outils. Et donc, là aussi, on essaye de rentrer dans les coordinations en disant, vous avez déjà des dynamiques de partage, on va les renforcer, les structurer grâce à des outils qui vont vous apporter des éléments facilitants. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire et pas l'inverse. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, sûr, ouais. Mais restons cohérents, si je puis dire, avec la vraie finalité, qui est celle que les gens se parlent, évidemment, et échangent. Ce n'est pas l'outil qui va changer la donne. Par contre, l'outil va faciliter, évidemment, ces dynamiques. Et les personnes âgées elles-mêmes et leur entourage, quelles sont un petit peu les réactions déjà à aujourd'hui, sur les premiers éléments que vous pouvez avoir? Donc sur le panel des personnes retraitées, les réactions sont finalement, moi ce qui m'intéresse le plus, ça va être, semble-t-il, mais à évaluer, ma consommation énergétique, ma facture d'électricité. Le reste, j'ai pas tellement envie d'entendre parler. Tout va bien, je vous remercie, au revoir. Et donc, on essaye de rentrer avec ces mêmes dispositifs par une connotation, entre guillemets, un petit peu financière et énergétique qui titille un petit peu plus. Parce que c'est toujours pareil, la perte d'autonomie, tant que je n'y suis pas confrontée, j'ai pas envie d'en entendre parler. Côté personnes fragiles et en perte d'autonomie, il y a plusieurs réactions. Il y a celles qui sont plutôt intéressées par nature, parce que de par leur métier antérieur, effectivement, ils ont cette curiosité. Sinon, c'est d'aider leurs professionnels. On a un vrai enjeu quand même de l'aide à l'aidant professionnel ou à l'aidant naturel. Et donc, pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à mon auxiliaire de vie, OK, on va rentrer là-dedans. Donc, c'est pas gagné. C'est clairement pas gagné. Par contre, continuons à trouver un peu quels sont les leviers. Et, dans ActiveEdge, on a été un peu ambitieux parce qu'on part sur une douzaine de capteurs. C'est trop, c'est beaucoup trop. Il faut qu'on parte avec des éléments beaucoup plus simples, vraisemblablement. Et progressivement, on saura les compléter. D'accord, oui, puis c'est aussi que ce ne soit pas trop intrusif, que les gens ne se sentent pas complètement fliqués, surveillés, et ainsi de suite. Vous avez borné un peu les choses, vous vous êtes dit en 2020, on fera un point. Voilà. Très clairement, du fait qu'il y ait le projet Iseradom avec cette dynamique de cahier de liaison numérique, de référents de situation, ça il faut qu'on le maintienne et qu'on le déploie. Et même on a eu un entretien avec la CNSA pour voir comment ça pouvait être financé dans le cadre de l'APA. Et ça, j'ai envie de dire que la dynamique est lancée. Il faut qu'elle se perdure et elle se déploie progressivement. Et de mon point de vue, après, la domotique ou les capteurs vont venir progressivement alimenter cette dynamique. Et là encore, il faut mettre les choses dans le bon ordre. C'est pas la technologie qui va générer évidemment derrière des évolutions, des améliorations dans la prise en charge en tant que telle. C'est parce que cette prise en charge, on l'ouvre à d'autres sources d'informations et on y met un sens métier, j'insiste, mais je pense que c'est la base quand même, que derrière, progressivement, le numérique se développera. Donc, moi, je suis très optimiste, en tout cas en Isère. L'objectif maintenant, c'est qu'on ait plusieurs départements qui soient dans cette même dynamique et que, progressivement, on valide même à un niveau national que cette notion de référent de domicile a vraiment du sens, que cette
cette notion de partage d'informations a vraiment du sens, et donc poussons à ce qu'il y ait des outils qui aillent dans ce sens-là. C'est pas le DMP, hein, c'est autre chose. Hein. Le DMP, c'est vraiment très médical. Là, on est sur de médico-social et on est sur le suivi Dossier au jour le jour, partagé. au domicile. Ouais. Ouais, au domicile, c'est quand même très différent. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas tant que ça. Et puis, cette notion aussi de vision complémentaire des services, il faut qu'on progresse dans la lisibilité de l'ensemble des services nécessaires au soutien à domicile. Là aussi, on n'est encore pas très fort. Merci. Oui, ce qui est normal. Il faut avancer. Voilà, y a pas de... Tout ne se fait pas comme ça en un jour. Et comme souvent, la pensée magique de croire parce qu'on met une technologie, ça va tout régler. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Merci beaucoup, Véronique. Dans quelques instants, il y aura aussi un temps de questions. Donc, ne croyez pas que vous êtes tranquille. Et voilà. Jean-Philippe Arnoux. Alors, Jean-Philippe Arnoux, c'est Saint-Gobain. Enfin, pas tout seul, ils sont quelques-uns à travailler dans cette entreprise. Voilà. Et Jean-Philippe, alors, à la fois, est le directeur de l'accessibilité de la Silver Economy à Saint-Gobain. Il a été celui, il ne le dira pas nécessairement, mais il a été l'inventeur d'un concept extrêmement intéressant sur l'idée de on peut acheter, trouver des solutions, mais du quotidien. Quand on a un problème d'autonomie, d'âge ou autre, et plutôt qu'aller dans un endroit qui fait très... Pardon Agnès, pharmacie, ou qui fait très médical, c'est aller aussi parfois dans des lieux qui sont plus faciles d'accès. J'y vais comme ça quasiment, comme j'irais presque chercher des crêpes. Et voilà. Et du coup, il avait tenté cela. Et il y a eu un premier magasin à Paris, dans le 15e arrondissement. Et puis de là, les gens de Saint-Gobain se sont dit, mais le loustic, là, un peu original, peut-être qu'il faudrait qu'on l'intègre un peu plus dans la maison. Et donc, je voudrais qu'on commence juste sur pourquoi Saint-Gobain et pourquoi les vieux, pour faire court. Bon, Saint-Gobain rapidement, donc bon, groupe mondial, c'est à peu près tout ce qu'il est au CAC 40, mais on ne sait pas trop ce que fait Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, bon, c'est d'abord l'industrie lourde, historique. Notre histoire a commencé avec Louis XIV et la Galerie des Glaces, donc un peu vieux quand même. Donc un énorme parcours sur le vitrage, et puis à partir de, on va dire, du XXe siècle, le développement et intégration d'industries d'isolation. Je passe Péchinet et tout ça rapidement. Donc Saint-Gobain très rapidement positionné sur la transition énergétique. Et puis un tournant en 1996 où Saint-Gobain se recentre exclusivement sur, on va dire, l'habitat, les bâtiments, pour inventer la maison de demain. Alors évidemment, toujours avec les enjeux de transition énergétique qui sont plus qu'aujourd'hui sur le devant de la scène, pas forcément pour de bonnes raisons. Et finalement, l'idée de faire une introspection du bâtiment, qui est le cœur de plusieurs transitions, dont la transition démographique et transition numérique également, et qui fait que finalement, au bout du bout, toutes vont se rejoindre. Je prends l'exemple de l'énergétique. Typiquement, on sait qu'on va aller vers des variations de température toujours plus marquées. Bon. On sait que les personnes âgées sont plus sensibles aux variations de température. On l'a vu de façon dramatique en 2005 avec la canicule. Et nous, aujourd'hui, on maîtrise des technologies qui, sans forcément mettre tout le monde dans une chambre froide avec une clim, permet de maintenir, je dirais aujourd'hui, les activités du quotidien sans perturber un établissement, mais également c'est valable aussi au domicile. C'est ça, l'apport de Saint-Gobain, ou une des orientations que vous avez prises, c'est la question, alors on veut faire un logement du 21e siècle, on veut faire un logement ou un habitat où les gens soient bien, y compris quand ces personnes-là ont tel ou tel déficit d'autonomie. Et donc c'est comment, et est-ce que même vous pouvez nous donner quelques exemples de ces notions justement d'adaptation du logement ? Parce que justement on est dans cette histoire de continuum, et comment une structure quand même qui est extrêmement importante, qui a fait la Silver Economy avant qu'on invente le terme d'une certaine manière, comment justement vous êtes allé vers là ? Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples très très concrets ? Alors je vais juste préciser, la troisième branche de Saint-Gobain, c'est la distribution de matériaux dans le bâtiment. Et c'est ça qui est le plus récent. C'est-à-dire, en fait, à travers 11 ou 12 enseignes en France, distribuer des matériaux. Il y a 400 000 entreprises générales du bâtiment en France. On en a 270 000 qui fréquentent nos magasins. Il y en a 2 000, donc, tous les jours. Pourquoi on y a été ? Alors, le monde du bâtiment a une fâcheuse tendance, c'est de ne bouger que quand il y a des lois ou des normes. Donc, en 2005, il a commencé à s'intéresser à l'accessibilité pour le handicap dans les ERP. Avec, j'estime, à peu près 80% Vous pouvez traduire ERP ? Établissements recevant du public. Donc, grosso modo, c'est des cafés, hôtels, restaurants qui ont tous l'obligation d'avoir un toilette accessible ou une chambre pour handicapés. Mais là s'arrête, je dirais, l'histoire du monde du bâtiment. Et en termes de Silver Economy, vieillissement de la population, il n'existe aujourd'hui rien. Donc, en fait, tout est à écrire.
Donc tout de suite, on a par exemple, je dirais, alors oui, on avait toutes les gammes hein, qu'ont les gens moches que tu citais tout à l'heure, très paramédicales, donc qui donnent juste pas envie aux gens d'anticiper. Et donc aujourd'hui, un des premiers travaux qu'on fait, c'est de revoir nos gammes, d'innover beaucoup en termes de produits. Donc là, on rebalaye toutes les pièces de la maison en termes d'esthétique, de fonctionnalité évidemment. Mais c'est aussi et surtout, je dirais, alors on l'a fait pour l'énergétique, avec reconnu garant de l'environnement, qui est le label exigé pour avoir droit aux aides de l'État. Saint-Gobain, par exemple, il y a 65 000 artisans RGE en France. Saint-Gobain en a formé entre 17 et 20 000. Et donc l'idée, en fait, c'est un petit peu de dupliquer ça, parce que là, on parle, je ne sais pas, c'est l'âge de pierre, de bronze ou ce qu'on veut, mais ils ne sont pas du tout sensibilisés, vu qu'il n'y a pas de dispositif légal, ils n'ont pas une tendance naturelle à y aller. Alors qu'en fait, effectivement, après les enjeux de la transition énergétique, nous arrivent ceux de la transition démographique, et c'est un tsunami qui va arriver. On le voit malheureusement, le mal logement, les immeubles qui s'effondrent, les centres-villes en ruine. Il y a 26 millions de logements anciens qui aujourd'hui ne seront même pas prêts d'ailleurs à accueillir des dispositifs tels que Véronique le citait. Parce que le monde du bâtiment, je veux dire aujourd'hui, on va partir du basique, hein, c'est effectivement sécuriser la déambulation, sécuriser évidemment dans le baignoire et une douche, mais il y aura aussi très certainement demain la circulation d'informations à revoir. Je me mets au défi de dire qu'il y a au moins que 20% des logements qui seraient équipés de prises RJ45 et ainsi de suite. On enlève seulement ce matin les prises en T dans les logements. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un énorme travail à faire. Alors, travail qu'on va reprendre le Conseil national de la Silver Economy, puisqu'il y a un groupe de travail dédié au logement, dans lequel j'officie avec Hervé Meunier, pour écrire cette partition et pour faire en sorte, content que les représentants des territoires soient là, parce qu'effectivement, il y a un travail de fond à faire. Et aussi un énorme travail, alors à la fois de prévention au niveau des usagers, peut-être on le verra après, mais aussi de nos artisans, qui sont à peu près aussi informés que l'usager lambda, qui est complètement paumé entre les acteurs, ses droits, à qui s'adresser, enfin, on en parlait un petit peu, le corps médico-social qui lui non plus, hein, je dirais, il ne baigne pas dans le monde du bâtiment, donc à qui je m'adresse pour organiser un soutien à domicile. Donc voilà, il y a toute cette chaîne de valeur que j'appelle à écrire, donc on l'a déjà écrite sur le papier avec le club de l'amération de l'habitat par exemple, je crois que tu y participais, mais aujourd'hui maintenant il faut passer à une phase, je dirais, qui soit un peu plus opérationnelle, et voire même grouper toutes les thématiques, parce qu'effectivement aujourd'hui on intervient beaucoup pour la transition énergétique, alors qui est effectivement une bonne clé d'entrée, parce que comme je dis, pour parler aux Français, il faut leur parler au cœur, et devant le cœur il y a le portefeuille, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quitte à y être une fois dans le domicile, peut-être autant avoir un regard beaucoup plus large et anticiper des besoins futurs, tout du moins commencer à orienter les gens. De ce point de vue-là, d'ailleurs, avec l'exemple de Véronique, on est aussi sur ces logiques de mutualisation. Bien sûr. Si tout le monde se regroupe, c'est peut-être plus efficace et c'est sans doute moins cher. Et donc c'est aussi ces démarches-là. J'aimerais bien que qu'on se sente maintenant sur une des expériences qui était une démarche très originale. L'électronique, le numérique, c'est souvent un moyen de relier. Mais il y a un autre moyen de relier, c'est d'aller vers les gens. C'est bête, hein, mais voilà, et ça a aussi fait ses preuves. J'aimerais bien que vous reveniez sur une expérience, on va appeler ça le camion, où le premier a été en Haute-Marne, et comment là aussi on fait dans l'idée de présenter les choses, et là aussi de mutualiser d'ailleurs. Alors tu parlais tout à l'heure, effectivement, il y a la France des villes et puis la France des territoires, et c'est celle qui va devenir, je pense, très problématique. Il y a un sujet, on parle beaucoup de Smart City, de tout ce qu'on veut. Il y avait une étude du Monde qui disait que 80% des Français ne voulaient qu'une chose, c'est quitter les grandes villes. Aujourd'hui, on a beaucoup de territoires isolés, de lotissements qu'on a construits en grande périphérie, avec pas forcément des commerces autour et ainsi de suite. Donc déjà, on a du mal, je dirais, à sensibiliser des personnes âgées quand elles sont proches, toujours à leur domicile. Alors quand elles sont éparpillées sur le territoire, c'est assez terrible. Alors effectivement, on a eu deux expériences conjointes qui étaient assez parallèles. Une à l'initiative d'un département, la Haute-Marne, et puis une à l'initiative d'un acteur qui avait déjà fait une expérience d'un bus de l'autonomie, Solia Nouvelle-Aquitaine, pour effectivement aller vers les gens dans les territoires, donc ça veut dire les villages, les marchés, enfin voilà, vraiment faire sur cette double thématique énergétique et accessibilité. Leur première expérience en Nouvelle-Aquitaine n'avait pas marché parce qu'ils n'avaient pas percuté que les villages parfois ça avait des petites rues et que le bus il passait pas partout. Donc le bus se retrouvait en périphérie et donc les seniors ne venaient pas. Donc l'idée était de développer en fait un petit porteur, un petit camion, où à l'intérieur on a recréé
quelque chose que les gens connaissent, hein, c'est un habitat, avec cette vocation donc à la fois d'être un couteau suisse, hein, pour aller vraiment au plus proche des territoires. Moi-même, j'ai fait des animations dans des communes de 700 habitants, hein, donc entre le marchand de fruits et légumes et le poissonnier, c'est plutôt sympa. Mais également, c'est comme c'est un outil qu'on veut partager, cet outil nous sert aussi à former des professionnels du bâtiment, à les sensibiliser, donc sur nos réseaux de magasins. Donc on a vraiment cette approche globale, que ce soit avec le département ou Solia, d'avancer ensemble sur cette thématique-là. Donc quand par exemple eux font une animation de sensibilisation, on va aller avec eux sur plus la partie technique. Quand on fait des opérations de sensibilisation sur nos points de vente, on va dire, Solia sont en appui pour faire connaître l'écosystème à nos professionnels, hein. Ce qu'il y a d'intéressant, ce que je vois là, c'est que quand on leur en parle, comme c'est un sujet très humain, que tous, ils ont des parents, un vieux dans la famille, et que même ils deviennent vieux, ils percutent beaucoup plus vite, limite que l'énergétique. Mais il faut avoir ce temps d'échange, d'approche, pour voilà. Ça a été plus loin, même en Haute-Marne. Alors, juste pour prendre un exemple, hein, mais on a fait une animation, la Haute-Marne nous a prêté le camion pour aller dans la Marne sur Reims. On a fait une animation, on avait 300 artisans du bâtiment. Là-dedans, on en a envoyé une bonne quarantaine en formation. Donc, y compris pour les personnes âgées, c'est bien d'aller à leur contact. Parce que, alors, on montre des solutions techniques, on montre des aides techniques, des aides de confort, mais on leur parle de leurs droits aussi. Je ne sais plus combien de pourcentage, 80% ou 90% de Français ne connaissent pas leurs droits, ne connaissent pas le qui fait quoi, parce que des acteurs, il y en a un paquet à tous les niveaux administratifs qu'on peut imaginer, région, département, enfin tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'intuitivement, on va aller chercher des aides pour l'APA, mais après le reste, on ne sait plus. On a même formé avec la Haute-Marne des auxiliaires de vie. C'est peut-être une expérimentation qu'on fera avec la CARSAT Midi-Pyrénées. Justement pour leur expliquer à quel point des aides de confort et des aides techniques peuvent elles aussi leur permettre, je dirais, de gagner en productivité, en confort, voilà, pour faire autre chose, peut-être plus de temps d'échange et ainsi de suite, en complément des actions que l'ISER a montrées. Donc voilà. Donc aujourd'hui, 2 qui tournent, et puis beaucoup en projet, hein, parce que les Hauts-de-France en veulent 3, le département 27, pas mal. Donc bon, à l'intérieur, nous, on va y produire pas mal. Alors, le principe, hein, c'est que l'acteur public, quel qu'il soit, ou associatif, fournit le camion, et nous, avec les artisans de Handibat, notamment les Silverbat, on se charge du reste gracieusement, hein. L'idée étant de montrer, déjà un environnement un peu sympa, la douche est un peu stigmatisante, mais tout le reste, typiquement il y a une cuisine, une petite cuisine qui permet de maintenir les petits gestes du quotidien, très adaptés, très ergonomiques, un meuble qui commence à être connu avec le siège intégré, et chaque étape en fait est le prétexte à parler de moments de vie et d'expliquer aux gens, on ne va pas changer sa cuisine à 85 ans, sauf à réaménager par exemple un pied-pied. Mais par contre, c'est le prétexte à embarquer la personne dans une histoire et puis, je dirais, lui parler de l'ouvre-bouteille ergonomique, de la pince de préhension et ainsi de suite. Lui expliquer, des barres, des sièges, ça peut être sympa et ainsi de suite. Les nouvelles versions vont intégrer effectivement cette transition énergétique parce que c'est un pur pragmatisme, mais on est face à des générations qui vivent depuis longtemps dans un logement, plutôt propriétaire, donc logement pas isolé. Donc elles se retrouvent en précarité énergétique en même temps que leur capacité motrice ou sensorielle baisse. Et donc là, on a un double drame, parce qu'elles dépensent de l'argent dans une facture EDF quand elles ont 65-70 ans, argent qu'elles ne pourront pas mettre dans la suite. Donc effectivement, il y a une vraie logique, je dirais, globale à avoir, à partir du moment où on arrive à la retraite, jusqu'au moment où on aura besoin, peut-être ou pas, de ces choses-là. Donc voilà, hein, c'est ce type de manifestation, mais vraiment, l'idée, c'est on va au cœur des territoires. Donc il y a eu une tournée dans le Périgord, donc c'est des plans de tournée. Hein, voilà. Donc l'enjeu aussi, c'est de prévenir, alors Solia, évidemment, est toujours présent, comme c'est lui qui anime, mais c'est aussi de prévenir les élus locaux. Parce qu'eux, ils ont le contact avec les administrés, parfois pour de bonnes ou de moyennes bonnes raisons, avant les élections, tout ça, mais l'avantage, c'est qu'eux doivent fédérer leur population. Alors parfois, ils ont des programmes, hein, de réaménagement de logements, de réhabilitation et ainsi de suite. Mais je dirais, l'idée, c'est vraiment de fédérer les acteurs. Et typiquement, partout, je prends notamment la tournée qui a été faite dans le Périgord, partout où les communes se sont mises en marche et ont vraiment communiqué en amont, ça a été un gros succès, ça ne désemplissait pas de la journée. Donc il y a un sens, il y a un signe derrière tout ça, qui est effectivement, alors on peut avoir des dispositifs, on en a plein ici à Gircarco, l'espace idée bien chez moi, la maison d'Alia, Jérémy est là, donc au Havre, je dirais, auquel on a contribué, donc c'est bien d'avoir ces espaces dans les grandes métropoles, qui permettent de former des pros, des auxiliaires de vie et des usagers, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir ce type de voilà. Donc avec Solia, on s'est mis pour objectif d'en avoir entre 10 et 15. Là, l'idée, c'est qu'il y a 13 régions administratives, 14 CARSAT. Donc c'est d'en avoir 14, couvrir le territoire, puis d'avancer au fur et à mesure sur ces jeux-là.
Donc Saint-Gobain a signé un partenariat, je termine, avec l'ANA hier, donc c'est pas vieux, hein, sur le dispositif FAIR, donc qui est tout ce qui est transition énergétique. Et comment, effectivement, on peut s'appuyer sur des opérateurs. Alors aujourd'hui, 95% des budgets de l'ANA partent dans l'isolation des bâtiments. L'adaptation des logements, c'est portion congrue. Hein. Mais on ne lâche pas l'affaire et on va intégrer la transition démographique au même titre que la transition énergétique dans nos programmes de déploiement sur le terrain pour faire en sorte qu'on soit un peu plus près qu'on a pu l'être pour notamment l'isolation des bâtiments. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on reviendra, et tout à l'heure, entre autres, avec Agnès Firmin-Lebaudot, qui a co-présidé la mission d'évaluation de la loi ASV, parce que dans cette loi-là, il y avait entre autres l'objectif de 80 000 logements adaptés. 80 000 sur 29 millions. Donc, c'est aussi intéressant de voir les comparaisons. L'autre élément, c'est, quand vous avez évoqué ça, c'est aussi qu'on est sur des publics qui souvent sont aussi dans des questions de précarité économique. Donc réduire la précarité énergétique, c'est aussi parfois retrouver un tout petit peu de marge de manœuvre budgétaire, tout simplement pour vivre un peu mieux. Donc c'est aussi ces réalités-là. Et ce sur quoi il était vraiment important d'insister, c'est qu'encore une fois, il est relativement simple de toucher les gens qui vivent en métropole. Il est beaucoup plus difficile de toucher les gens quand ils sont un petit peu plus loin, parce que les kilomètres sont les kilomètres. Et donc ce type de démarche crée aussi justement ce continuum dont et un dont peu de on lien parlait. social au passage, hein, parce que parfois ils ne voient jamais trop personne sur Oui, le c'est aussi contact. une manière. L'éventuel marché, le marché. Hein, on avait fait tous les 2 ans, la Fondation publie un baromètre qu'on fait avec Ipsos. Et la dernière fois, on avait par exemple, alors c'est sur 4 pays, mais il y avait 27% des plus de 80 ans qui disaient qu'au moins un jour sur 2, ils ne voyaient personne. Donc c'est vrai que c'est aussi recréer des formes de lien. Et puis ce que vous avez dit, c'est aussi les artisans, parce que l'air de rien, eux, ils ont tout intérêt parce que c'est un marché. Donc c'est aussi pour fixer ou pour maintenir de l'emploi sur place, ça y contribue aussi. Oui, tout à fait. Pour vous donner un ordre de grandeur, 67 000 artisans reconnus garants de l'environnement. Quand on voit la monstruosité des travaux qu'on a fait en isolation, c'est déjà pas assez. Des artisans qui ont fait la démarche de se former à la loi de 2005, ils sont à peu près 2500 à 2700 aujourd'hui. Sur 400 000 artisans, ça ? Sur 400 000 artisans. D'accord. Donc c'est dire à quel point on part de loin et à quel point, alors bon, moi je suis partisan, c'est des propositions qu'on fera d'une labellisation dont les pouvoirs publics fixeront le cadre, reconnu garant de l'accessibilité et de l'adaptation du bâtiment, parce qu'il y a des fonds publics en jeu, donc il y a des droits, on va donner de l'argent, donc autant que les artisans aient des devoirs, hein, donc d'aller se former, c'est pas plus mal. Donc une idée assez précise sur le sujet, mais vraiment on part de très loin. Donc c'est pour ça que j'alerte sur le sujet, et que c'est un peu mon combat parallèle de tous les jours dans les agences chez nous, à en fédérer, parce que on n'est pas du tout au rendez-vous, et quand il faudra organiser justement des opérations de soutien, on a déjà fait des expérimentations avec certains hôpitaux et ainsi de suite, on s'aperçoit à quel point, si on doit intervenir en 15 jours, ils ne sont pas prêts du tout. Voilà, nous, ce n'est pas une question de produit et de logistique, hein. On peut livrer à J+1, donc ça, c'est pas le problème, c'est juste une question de mise en œuvre, et celle-là, elle est capitale. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous le trouvez, il vous ramène. Il arrive même à me ramener des pâtes de cacao de Corse. Enfin, c'est un garçon extraordinaire qui trouve toujours tout ce qu'il faut pour bien vivre. Parce que finalement, la question derrière, vieillir, c'est aussi bien vivre. C'est-à-dire que c'est aussi comment on retrouve, y compris du plaisir chez soi ou dans d'autres lieux. Et c'est entre autres quand les objets sont adaptés. Alors, à propos d'autres lieux, je vais me tourner vers Monique Roland sur. On a bien dit continuum entre le chez-soi et des lieux d'accueil, des lieux de vie plus collectifs. Donc, chez Corian, vous avez inventé, je dirais, une nouvelle approche. J'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu, sur raconter, parce qu'elle aussi, elle crée justement du lien entre l'intérieur et l'extérieur. Effectivement, alors c'est tout dans le cadre de la même réflexion que les autres intervenants, effectivement, pour créer du lien entre l'hôpital, la clinique et le retour à domicile. Comment est-ce que nous, dans le cadre de notre rôle dans cette filière, effectivement, on s'inscrit aussi en tant qu'aujourd'hui acteur médico-social EHPAD, mais comment est-ce qu'on peut participer à ce retour à domicile, à l'autonomie, et donc on a installé de façon expérimentale dans un territoire effectivement des séjours de retour à l'autonomie qui ont vocation à préparer le retour à domicile. Donc effectivement, c'est un nouveau mode d'accueil qui n'existait pas précédemment, qui est un projet qui est partagé avec les tutelles et tous les intervenants d'un territoire. Donc c'est vraiment un projet de filière en fait au sein de la Seine-et-Marne, à la fois avec les intervenants amont, qui sont les cliniques et les hôpitaux, bien entendu, mais avec les intervenants aval aussi, qui sont les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide à la personne. Donc, en fait, c'est vraiment comment est-ce que cette filière s'organise finalement pour aider le retour à domicile et y prêter plus d'attention.
On a tout le diagramme de Corian Solutions. Tout le c'est diagramme. ça. Alors, ce n'est pas le diagramme de Corian Solutions pour l'instant, parce que c'est un autre sujet qui va venir juste après. Mais là, on a le diagramme, effectivement, de tout ce qu'on peut proposer, nous, dans l'interface hôpital-domicile ou dans l'interface clinique-domicile. Et l'idée, effectivement, c'est faire en sorte que la sortie d'hospitalisation et la transition vers le domicile soit une étape qui se travaille. Voilà. Et donc, le cahier des charges qu'on nous a donné, c'est 30 jours maximum. Donc, ça ne dure que 30 jours au plus. Voilà. Et pendant ces 30 jours, on doit aider la personne, finalement, à retrouver de la confiance, à retrouver les gestes du quotidien, à retrouver de l'aisance sur un certain nombre de sujets pour l'aider à rentrer à domicile dans les meilleures conditions. Alors, vous voyez là tous les intervenants qui interviennent dans cette prise en charge sur 30 jours au maximum et qui vont aider la personne et son entourage à trouver les nouveaux modes en fait, de vie. Voilà. Le passage en clinique ou le passage en hôpital est souvent lié à un événement traumatique. Donc la personne avant et après n'est pas forcément identique. Et l'idée, c'est bien de travailler autour de cette réappréhension de la nouvelle capacité à vivre dans son environnement. Donc on voit bien que par exemple l'infirmière qui intervient dans ce secteur qui est un peu particulier, c'est un environnement physique un peu particulier avec un salon, une salle à manger normale, une cuisine pour qu'on réapprenne aussi les gestes de la vie quotidienne. Mais vous voyez que l'infirmière-là va s'occuper d'éducation thérapeutique, elle va accompagner aux nouvelles habitudes de vie, liées éventuellement avec les capacités nouvelles de la personne, et puis qu'elle va aussi travailler avec les aidants pour que la prise de relais, ensuite, sur les capacités et sur ce qu'il faut accompagner, puisse se faire dans les meilleures conditions. L'aidant ayant connu une personne avant et devant aussi se réadapter à la personne après. Sur la prise en charge médicale, bien entendu, on travaille en lien avec le médecin traitant. L'ergothérapeute va faire une visite à domicile, là aussi, comme vous le dites, pour travailler sur l'adaptation du domicile potentiellement liée aux nouvelles capacités de la personne. L'aide-soignant, lui, va avoir un rôle très très clair sur le retour, l'aide au déplacement, mais aussi tout le retour aux pratiques des activités quotidiennes. Donc, j'installe la table, je fais la cuisine, je fais ma cuisine, je débarrasse ma table, je nettoie ma chambre. Voilà, donc il y a tout un système autour des ateliers repas qui est monté dans cette petite unité spécifique. La rééducation, bien sûr, se continue avec un réentraînement à l'effort qui est souvent un sujet quand on sort d'hôpital, puisqu'on a perdu l'effort, c'est que souvent on a perdu le rythme de vie qui convient quand même à domicile. On a dans ces unités un STAPS qui fait tout ce qui tourne autour de la gymnastique, l'équilibre, la prévention des chutes. La prise en charge du psychologue aussi, parce qu'on a beaucoup de craintes à lever en fait dans cette période qui est une période intermédiaire. Et donc l'idée de cet accompagnement, c'est vraiment de travailler sur la réassurance, sur l'adaptation, notamment du domicile et des nouvelles capacités et nouveaux modes de vie. Et puis on a une assistante sociale qui nous aide à faire le lien là avec les nouvelles prises en charge à domicile, puisque souvent ça s'accompagne d'un service potentiel de SIAD ou de service à la personne qui va intervenir aussi. Donc en fait, ce maillage-là a vocation à tourner très vite, puisque notre moyenne de séjour aujourd'hui là sur le démarrage de l'activité, c'est entre 22 et 30 jours. Et donc, en 22 et 30 jours, on doit finalement réapporter de la réassurance à la personne âgée pour qu'elle rentre à domicile dans de très bonnes conditions. Voilà. Ça, c'est une expérience qui va durer 3 ans sur le territoire pour qu'on s'assure que c'est bien un modèle qui peut tourner mieux et qui nous facilite au sein d'une filière, finalement, cette transition douce. Il est vrai que souvent, on a besoin un peu de temps aussi pour mettre tout ça en place. Bon, et 3 semaines, 1 mois, c'est quand même pas énorme, mais c'est quand même un temps utile, finalement, pour poser les choses, poser les aides à domicile, organiser les choses avec en plus cette réassurance permanente qui est donnée pour la personne âgée et qui ne se retrouve pas dans une situation complexe et plutôt post-traumatique en fait. Voilà. Là aussi, le jeu, c'est aussi des mutualisations et comment on fait lien, comment on se parle entre différents intervenants. Exactement. Alors là, de toute façon, la coordination est assurée à ce moment-là dans l'organisation habituelle de l'EHPAD, puisque là, on est quand même dans une unité particulière de l'EHPAD. Après, bien sûr, il faut que le relais s'organise pour que la coordination continue à s'organiser. Et ça nous pousse après vers d'autres modes de fonctionnement qui, effectivement, sont plus proches de comment est-ce qu'on continue ce lien ensuite. Alors nous, on appelle ça les projets EHPAD hors les murs, peut-être, qui feront un jour le jour. Hein, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut discuter un petit peu plus. L'idée, c'est de dire, comment est-ce que nous, on peut continuer ensuite à amener des compétences spécifiques au bénéfice de la personne âgée, mais pouvoir les amener au plus proche du domicile. Et le deuxième enjeu est donc assurer un suivi à distance quand même, moins régulier, plus ponctuel, mais quand même un suivi à distance qui soit organisé.
Et le deuxième enjeu quand même autour de cette notion d'EHPAD hors les murs, c'est vraiment d'installer la coordination. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, madame, le sujet de la coordination entre les acteurs est un sujet extrêmement fondamental. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve des dispositifs qui nous permettent de coordonner les acteurs. Alors, l'EHPAD hors les murs, ce serait dire, ben voilà, il y a des compétences dans un EHPAD qui existent, elles peuvent être conjointement mises au service aussi des gens à domicile. Ça peut être un ergothérapeute, un psychologue, une infirmière coordinatrice. Et puis, à travers cette EHPAD hors les murs, bien sûr, l'assurance qu'il y a une coordination entre les différents acteurs qui se jouent et qui est organisée aussi par cette instance, voilà, qui, elle, peut avoir des liens avec, bien sûr, les médecins traitants, mais aussi le kinésithérapeute, l'hôpital s'il y a besoin, pour une circulation, en fait, de la prise en charge dans toute cette filière. Voilà. Alors, c'est là où je vous rejoins aussi sur le besoin des nouvelles technologies. Et je suis bien d'accord avec madame quand elle dit que la technologie est au service de ce qu'on a envie de faire. Ce n'est pas une fin en soi, mais l'idée, c'est de dire que justement, pour arriver à avoir ces nouveaux modes de fonctionnement et de coordination, c'est bien qu'on soit appuyé par des nouvelles technologies. Et donc c'est là où effectivement Corian Solutions entre en jeu, avec l'idée que tout ce qui est objet connecté, capteur, peut nous aider dans cette prise en charge. Donc là, on a effectivement au sein de Corian Solutions quelques projets en cours dont je peux rapidement vous parler, qui rejoignent un petit peu ce qu'on a vu sur la première vidéo, donc qui est de dire, voilà, il peut y avoir effectivement à travers une application qui s'appelle Carlib aujourd'hui, mais qui est développée avec un partenaire externe, Wellcop, effectivement des liaisons avec des objets connectés et des capteurs qui permettent effectivement aux endroits clés de la maison de signaler finalement des instants de changement de vie ou de changement de mode de vie qui peuvent mettre en alerte effectivement les intervenants extérieurs sur quelque chose qui se passe. Admettons par exemple que le frigo ne soit plus ouvert. Eh ben, si le frigo n'est plus ouvert, ça veut dire que la personne ne prend pas régulièrement ses repas. Imaginons que le frigo, à partir d'un certain moment, reste trop ouvert, c'est-à-dire qu'il est ouvert pendant 15 minutes ou une demi-heure, et ben ça veut dire que la personne a perdu des repères, qui sont des repères simples, et qui sont des repères que, bon, quand on a ouvert le frigo, il faut le fermer. Voilà. Et donc ça, ce sont plus des indicateurs, tout simplement. Je veux dire, en soi, le capteur, il sert qu'à ça, quoi. Il sert juste à transmettre une information qui peut être rendue intelligente par quelqu'un qui, lui, sait l'écouter à juste titre. Dans ces solutions-là, il y a aussi tout ce qui touche à la perte d'équilibre et aux chutes, qui est une crainte très importante des personnes âgées à domicile et qui les effraie beaucoup quant à leur situation de sécurité. Et puis tout ce qui est autour du pilulier connecté, qui bien entendu sécurise aussi la prise en charge du médicament à domicile, voilà, de façon certaine. Donc il y a un certain nombre de sujets. Donc la box, en fait, qui est au centre de ce sujet-là, elle sert à faire de la communication entre les informations sur les habitudes de vie qui sont finalement transmises et les intervenants qui vont les lire. Donc ce qui est important, c'est la personne ou les personnes qui, à l'autre bout, utilisent ces informations pour en faire quelque chose effectivement d'important. Le deuxième dispositif sur lequel je peux intervenir, c'est un dispositif qui touche plus effectivement au suivi du soin, on va dire, ou au suivi médical et de soins à domicile. Donc ça, c'est un produit qui s'appelle Mon Infirmière, qui est développé avec le partenaire Patientis, qui permet un relais à la maison avec un suivi à la fois médical, mais un suivi aussi sur la prévention à domicile. Et donc, ça permet effectivement d'être à l'écoute de la personne âgée et d'avoir un suivi de santé régulier. Donc, ça s'opère avec une première visite qui est assurée par une infirmière coordinatrice qui vient prendre contact avec la personne âgée, faire un bilan de son état de santé si elle ne la connaît pas déjà. Ensuite, effectivement, faire un petit bilan aussi de son contexte de vie, voir s'il y a des choses à aménager, si l'événement du domicile est tout à fait convenable pour qu'elle vive bien. C'est aussi cette personne qui fera le lien avec le médecin traitant. Voilà. C'est cette personne qui ensuite fera un suivi programmé tous les 15 jours, qui va être un suivi à distance, mais qui va quand même être un suivi organisé autour d'un certain nombre de prises de critères, on va dire, par des évaluations. Voilà. Et qui va pouvoir mettre en alerte ou pouvoir relayer ça vis-à-vis d'autres acteurs qui peuvent être un kiné, le médecin traitant, voilà, autres acteurs du secteur qui peuvent intervenir. Voilà. C'est important parce que c'est cet espace de coordination qui sert à rendre finalement toute l'intervention à domicile, je veux dire, cohérente et qui finalement lui donne de l'efficacité. Voilà. Parce que s'il manque un morceau, finalement, on peut vite chuter, quoi.
Voilà. C'est aussi ce lien-là, si la personne le permet, peut aussi délivrer de l'information à la famille, mais seulement si la personne le permet. Voilà, puisqu'on reste dans le choix individuel. C'est bien. Voilà. Oui. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, vous voyez, on était sur trois histoires, d'une certaine manière, qui vont un peu dans le même sens. C'est-à-dire comment on essaie de construire quelque chose qui ne soit pas fermé, mais où à la fois il y a de la mutualisation et à la fois il y a de la passerelle. Est-ce que, à la fois sur les réseaux sociaux et dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir, poser des questions, faire des remarques? Et là, un grand silence à bas. Je crois, Sophie, qu'on n'a jamais eu autant de monde. Ouais. Et donc, bientôt, il faudra réserver, je sais pas, on sera obligé d'interdire, je sais pas comment on fera, ou les gens viendront au-dessus, ou s'accrocheront au luminaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes très nombreux, mais pour l'instant, alors, les réseaux sociaux, il y en a? Extraordinaire. Alors, la première, Jérémy Cruz, ce suivi à distance peut-il se coupler avec un accompagnement au domicile ou des rendez-vous bilan? Moi, je dirais que le suivi à distance, il faut forcément qu'il y ait des moments de rendez-vous. Alors souvent, on dit là, c'est rendez-vous au début pour faire un point de situation. Il y a le suivi programmé. Mais s'il y a un pépin, bien sûr, après, il y a intervention. Hein. Je veux dire, où il y a quelqu'un qui revient. Enfin, je veux dire, on reste dans le lien humain. Je veux dire, les outils ne sont qu'un moyen pour aider. Oui, c'est pas le prétexte à enlever les gens. Non, c'est ça aussi qu'il faut. Voilà. Souvent, c'est aussi l'inquiétude. La personne est quand même au centre du dispositif pour assurer le soin, le suivi et le soutien. C'est pas peut-il se coupler, c'est il doit se coupler. Il doit. Et donc derrière, à nous d'inventer encore une fois les modes opératoires qui font qu'on intervient, parce qu'après c'est un problème économique, une visite à domicile ça coûte cher, voilà, c'est tout, c'est simple. Hein. Et donc à quel moment effectivement je fais la visite à domicile pour venir confirmer que ces indicateurs, comme on l'a évoqué, dénotent bien d'un glissement de situation sur lequel il faut agir. Il doit s'accoupler à une visite à domicile. D'accord, merci. Et peut-être d'ailleurs à vous trois, c'est justement la question des coûts. Dans tout ce qui est proposé, l'utilisateur final, la personne, l'être humain, comment il est sollicité et comment financièrement il contribue ou pas? C'est toujours la question qui tue, de toute manière, c'est sûr. Mais évidemment, elle est centrale, elle est très importante. Moi, j'ai évoqué le fait que, avec le département, et c'est pour ça que c'est bien qu'on travaille avec un département, c'est nécessaire, même si on cherche, et c'est pas même, c'est on doit chercher l'articulation de l'offre publique et de l'offre privée, ce qui est un vaste sujet compliqué, et on essaye d'emmener un département vers cette réflexion de combinaison publique-privée, ce qui n'est pas simple. Au-delà de ça, dans le cadre de la partie publique, cette notion de référent de situation, cette notion de téléalarme plus, quand on met des capteurs, c'est une téléalarme enrichie d'un ou deux capteurs fondamentalement. Il n'y a pas de sens que, il y a de fortes chances plutôt, que demain ça puisse rentrer dans un plan d'aide APA, comme un plan d'aide APA aujourd'hui finance de la téléalarme. Aujourd'hui, 30 € pour un bouton, ça va pas, quoi. Voilà. Donc demain, 30 €, il faut que ça finance un petit peu plus de choses qu'un bouton. Je caricature, mais bon, malgré tout. Hein. Et qu'on ait des éléments supplémentaires avec plus de valeur ajoutée. Et dans le cadre, encore une fois, d'un processus qui sera effectivement bien posé, bien reconnu et bien cadré. Donc qu'une partie rentre dans l'APA, oui. Et peut-être pas que. Et c'est là où il faut qu'on continue à travailler avec des mutuelles, avec des gens comme vous au niveau des groupements, pour se dire articulation publique-privée, financièrement parlant, en termes de gouvernance, en termes d'interface SI, ça va se faire comment? C'est facile à dire et très compliqué à faire, mais il faut qu'on pousse cette réflexion. Fondamentalement, il faut qu'on la pousse. Merci. Oui, parce qu'on avait parlé souvent avec Jean-Philippe, c'est que parfois, en plus, profitant aussi du regard de la sécurité sociale, il est des objets techniques qui sont quand même d'un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6, 10 fois plus cher, parfois que juste en traversant la frontière. Donc il y a aussi une exigence, et alors là pour le coup, la représentation nationale a un sacré rôle, une exigence aussi à ce que l'offre réponde en termes de prix, là aussi à une forme d'accessibilité. Oui, c'est sûr. Après, justement, le raisonnement ActiveEdge où on dit est-ce qu'on arriverait à investir dans un matériel dont l'usage évolue en fonction du besoin. Alors, je ne suis pas sûre que la prise connectée, elle dure 30 ans, c'est pas gagné. Hein. En termes de durée de vie de ce genre de matériel, on est d'accord. Mais malgré tout, qu'on se rentre dans des dispositifs où on se dit c'est le même matériel ou un équivalent qui va m'accompagner au long de ma vie, ça aussi, c'est quand même un raisonnement qui est intéressant. Hein. Et donc, là aussi, on mutualise cette fois-ci au niveau de l'investissement. Bon, tout ça, enfin, toutes les pistes, de toute manière, vu l'ampleur du sujet, toutes les pistes doivent être approfondies. Hein. Eh bien, c'est une très jolie formule pour clore. Il y a des questions des réseaux sociaux extraordinaires. Les réseaux sociaux arrivent. Attention, mesdames et messieurs.
Anne Monnier est là. Quels sont les freins principaux à l'adaptation des logements financiers, connaissances, techniques, humains? Les quatre, mais en général. Mais... Oui, c'est un savant mélange de tout ça. Bon, le premier effectivement, hein, c'est la prise en compte de sa perte d'autonomie. Ça, on le sait tous, aujourd'hui, ils ne font des travaux que quand ils ont connu la première chute ou le décès d'un proche. Donc dès qu'ils perdent leur moitié et qu'ils l'aider, souvent, ben voilà, donc ils se mettent à faire des travaux. Il y a quand même un frein financier, on parlait d'argent tout à l'heure. Bon, l'ANA estimait que les travaux à peu près d'adaptation étaient aux alentours de 7 000 €. Alors il y a des dispositifs pour aider les personnes, je dirais, très fragiles et très modestes, voire voilà, ça existe. Il n'y a quasiment plus rien qui existe aujourd'hui pour tout un chacun. Il y avait un crédit d'impôt, mais dont les conditions étaient tellement durcies qu'il ne se passe plus rien en termes de prévention depuis le 31/12/2017. Donc ça aussi, c'est des sujets qu'on remet sur la table avec le ministère du Logement. Frein technique... Peut-être, Jean-Philippe, puisque nous avons 2 députés avec nous, est-ce que tu peux répéter? Alors, grosso modo, mais ce que je veux dire, on en a parlé souvent, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est, sans faire de politique, je dirais, c'est en recul. Oui, mais c'est plus lié, je pense, en recul par rapport à une méconnaissance du monde du bâtiment. Je m'explique. Le texte de la loi de 2005, qui était vraiment adapté au handicap, je dirais, a été élargi aux personnes âgées en 2007. Donc avec des gammes de produits dont les gens ne voudraient certainement pas, voire même complètement inadaptés à une personne qui peut se mouvoir, mais en perte d'autonomie. Donc on avait travaillé il y a 3-4 ans déjà dans l'ancienne filière Silver Economy à revoir déjà toute la liste de produits, d'y intégrer effectivement un peu de domotique et que ça soit un peu plus en cohérence avec les vrais travaux d'adaptation. En mentionnant qu'il n'y avait dans l'ancien texte ni condition d'âge, ni condition de pathologie. Donc il pouvait effectivement y avoir des abus. On a eu, entre guillemets, gain de cause sur la partie liste de produits, et puis ils ont mis une condition d'âge, mais ça je peux l'entendre, 65 ans et plus, donc après on est d'accord, 60 ans, 65 ans, le plus tôt sera le mieux, mais une condition de GIR. Et donc non droit au crédit d'impôt aujourd'hui que les personnes qui sont GIR 4 et moins, donc déjà dépendantes. Donc une personne qui n'entre pas dans les critères, je dirais, économiques de l'ANA pour être aidée, c'est un peu comme tout le reste, quoi. Elle n'a plus le droit à rien. Aujourd'hui, pour que vous ayez des ordres d'idées de prix, d'investissement de l'État, le plan bâtiment durable pour l'énergétique va engouffrer 14 milliards d'euros sur 10 ans pour l'isolation des bâtiments, et il faut le faire. Parce que voilà, on s'est engagé vis-à-vis des émissions de carbone. Donc il faut avancer. Il n'y a pas que l'automobile, le bâtiment, c'est 27% des émissions de carbone. Et aujourd'hui, voilà, on est passoire thermique. Les crédits d'impôt pour le service à la personne, c'est 5 milliards annuels. Le crédit d'impôt pour l'adaptation des logements, avant en plus qu'ils se durcissent, c'était 42 millions d'euros. Donc autant vous dire que ça ne coûtait pas grand-chose. Alors, on va faire des propositions pour que, effectivement, j'entends, c'est de l'argent public. On sait qu'il est rare. Il doit être contraint à des conditions, et c'est sur ces conditions qu'on doit travailler. Donc, j'ai déjà parlé de la labellisation des artisans, mais ça peut être le passage d'un professionnel, soit un ergothérapeute, soit, je dirais, un professionnel agréé, qui puisse faire les constats. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'attendre que la personne soit en perte d'autonomie pour voir qu'il y a 3 marches qui dérangent, un escalier qui est trop raide et une baignoire avec des petites portes. Bon, on le sait, je dirais. Et donc, c'est après, par exemple, ce bilan préventif qu'on ouvrira les droits à la personne de faire dans l'année, dans les 10 ans, mais ce que j'appelle, moi, un passeport logement. C'est-à-dire, effectivement, lui dire, voilà, vous avez des droits, vous avez ceci, bon, vous avez cette petite chose, on va devoir faire venir un professionnel qui a le regard, je dirais, de l'ergonomie du logement, et à partir de là, on vous ouvre vos droits, on vous parle des acteurs, de tout ce qu'on veut. Hein. Mais il faut bien le prendre dans le bon sens, et effectivement, je vous dis, on va le faire par à coup, on va mettre 14, 15, 30 milliards dans l'énergétique, et puis derrière, dans 30 ans, on va se poser la même question, et puis alors là, je ne vous dis pas, la perte d'autonomie, on sait, ça coûte 60 à 62 milliards par an, et on est que dans le curatif. Donc on estime que ça pourra être de 200 milliards à horizon 2030-2040. Donc voilà, donc il y a des choses. Alors tout ce qu'on a vu là contribue à ça parce que ça démultiplie les yeux au domicile. Et c'est ça qui est intéressant pour faire du signalement. Et après, derrière, bon, le bâtiment reste le bâtiment. Je dirais, bon, la question de la technique n'est pas un souci, on sait tout inventer. Je dirais, il y a ce qu'on sait, je dirais aujourd'hui, il y a les barres de maintien, les sièges et ainsi de suite. J'en avais apporté une parce que je pensais qu'il y aurait la question, mais des plaques de plâtre, par exemple. Un des drames, notamment, alors que ça soit au domicile ou que ça soit, je dirais, en établissement, c'est d'être bien sûr que déjà les barres de maintien, par exemple, tiennent.
Parce que souvent, on a besoin de les repositionner. Donc, à force de faire des trous dans les cloisons, ça devient de la dentelle et ça ne tient plus. Donc, il faut faire des travaux lourds. Donc, celle-ci, je dirais, est ultra résistante, enfin, des résistances à la traction énormes. Et puis, derrière, elle a une résistance au choc qui est énorme. En fait, c'est l'équivalent d'un mur de béton. Donc, dans les établissements, mais aussi à domicile, où on est souvent obligé de rénover des couloirs ou de les renforcer parce qu'il y a des coups de chariots, de tout ce qu'on veut, et de fauteuils roulants, c'est aussi une réponse. Donc, l'innovation, alors effectivement, tout ce qui est domotique est très important en complément de l'activité humaine pour faire gagner de la productivité et de l'efficacité à l'activité humaine. Et puis, le bâtiment, lui aussi, peut prendre soin, je dirais, à la fois des usagers, des personnes, et aussi, je dirais, des gens qui vont graviter autour d'elle. Je dis souvent, le domicile des uns est le lieu de travail des autres. Donc un bâtiment pas adapté à une personne ne sera pas adapté à une auxiliaire de vie. On a toutes les peines du monde aujourd'hui à recruter des aides à domicile. On dit, on a toujours ce chiffre, on va créer 300 000 emplois dans la silver economy. Il faudrait déjà qu'on en trouve aujourd'hui pour les auxiliaires de vie. Si c'est pour créer 300 000 TMS et faire plomber les comptes de la Sécu de l'autre côté, c'est peut-être pas le bon sens. Donc c'est pour ça qu'il faut élargir le débat. La problématique qu'on a, et j'en terminerai par là, c'est qu'aujourd'hui, le regard sur l'adaptation, enfin sur le vieillissement, a toujours été finalement médico-social, toujours attaché au ministère de la Santé. Et le ministère du Logement, des Territoires et ainsi de suite, s'est concentré sur d'autres sujets. Voilà, l'énergétique par exemple. On est leader de l'énergétique Saint-Gobain, je ne vais pas me plaindre. Hein. Mais ça manque un peu de vision globale et de coordination, y compris au sommet de l'État, quels que soient les gouvernements qui sont succédés. Faut pas, voilà, hein. Okay. Il y avait une convention qui a été signée, qui a été suivie de zéro effet. Donc voilà, c'est un des sujets qu'il faudra aborder. Merci. Absolument. Merci beaucoup. Alors, on va vous applaudir tous les trois. On va vous remercier. Ouais. Et puis, eh bien, je vais demander justement à Agnès Firmin-Lebaudot et à Sarah El Haïry de bien vouloir me rejoindre. Et alors, vous avez donc l'exercice était très simple. C'était voilà, c'était surtout vous venez avec rien de préparé parce qu'on n'est pas dans un discours. Mais et d'abord c'est un petit peu ce que vous avez, enfin vos réactions, tout simplement. Je rappelle, l'une et l'autre sont parmi les très très rares députés EES, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de député qui s'intéresse au sujet. Il y en avait un, mais il n'a pas été renouvelé. Et voilà. Et donc, vous êtes parmi les très très rares. Alors, il faut le dire aussi à votre décharge globale que dans l'idée du quinquennat, ça ne serait pas un sujet qui serait abordé sur la mandature. Donc il n'y avait pas nécessairement des gens qui étaient spécialement préparés à la chose. Et donc vous, ou par vos parcours, ou par votre regard aussi tout simplement sur la société, vous êtes avec des regards différents, vous y êtes intéressés, et donc on trouvait extrêmement intéressant que vous soyez présente ce soir. Donc l'une et l'autre, d'abord tout simplement, ce que vous retenez de ce qu'on a entendu, en positif, en négatif, est-ce que vous êtes noté des trucs en disant tiens là-dessus il faudrait peut-être intervenir, tiens là-dessus on n'est pas d'accord, ou que sais-je encore. Libre parole. Merci. Alors tout d'abord, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets-là. Serge, tu l'as dit, j'ai un parcours qui fait que forcément je m'intéresse au sujet. Il y a encore quelques mois, j'étais vice-présidente du département de Seine-Maritime en charge de ces affaires-là. Donc il y a plein de choses qui m'ont parlé là. Donc j'ai envie de réagir sur plein de choses. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai apprécié vous entendre. J'ai l'impression de m'y revoir. Et vous dire que c'est aussi grâce à ça, et je veux dire grâce à l'implication des parlementaires, il faut le dire, que ce sujet-là est aujourd'hui là où il en est. Et ce sujet-là, il est rentré grâce à la crise des EHPAD. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est grâce à la crise des EHPAD qu'aujourd'hui, peut-être nous sommes là ce soir en train de parler de ce sujet. Moi, j'ai envie de réagir sur plein de choses. Plein de choses. Alors, vous m'en voudrez pas, ça va être en vrac. Hein. Mais c'est un peu le but du truc. Ça fait partie du jeu, absolument. C'est un peu le but du truc. À 21h45, on s'en va, quoi. C'est ouais, juste... voilà. D'accord. Tout d'abord, réagir sur la dernière chose que vous avez évoquée, monsieur. Avec ma collègue Charlotte Lecoq, on a fait un rapport sur l'application de la loi ASV. Et notre fil rouge, c'était la création d'une délégation interministérielle. Il est inenvisageable qu'on envisage encore le problème du sujet du grand âge uniquement par le prisme du ministère de la Santé. Et donc, oui, on doit penser aux mobilités, on doit penser au logement, on doit penser au sport, on doit penser à la culture. Et d'avoir une délégation interministérielle, et pour nous, était vraiment le fil rouge de nos propositions. Donc ça, c'était pour répondre à cette... Mais on n'a pas été entendu. Bon, on a été entendu sur d'autres trucs, mais pas sur celui-là. Mais peut-être que ça viendra dans les propositions de la réforme. On ne perd pas espoir. Sur le lien public-privé, j'ai présidé une conférence des financeurs
Et j'ai perdu la bataille du chemin lumineux. Je rêvais d'un truc. C'était pendant la semaine bleue d'offrir à toutes les personnes en GIR 5, 6 et 4 un chemin lumineux à installer à la maison pour ne pas tomber la nuit quand on va faire pipi. Eh bien, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que parfois l'administration considère que c'est de l'investissement qui doit se faire, voilà, que la paire n'a pas besoin qu'on lui achète 1000 voilà. Donc on est encore dans ce lien un peu difficile entre ce qu'est la silver economy, ce qu'est le développement économique qui relève de l'économie purement privée et de ce que le public doit pouvoir financer, parce que je crois qu'on n'a pas encore tout à fait intégré ce que la prévention, ce que l'investissement dans la prévention allait apporter comme économie derrière. Et c'est tout ça le travail que collectivement on a à faire. Voilà. Et que la conférence des financeurs est un bel outil. Je pense que c'est vraiment un très très bel outil, mais qu'elle n'est pas encore utilisée à son plein. Et notamment sur les aides techniques individuelles, où le plan APA ne permet pas d'intégrer des aides techniques individuelles, parce qu'il faut que le plan soit plafonné. C'est très techno, mais il n'empêche que c'est bête. Et que quand on a besoin de financer une baignoire ou la barre dans la baignoire, eh ben on ne peut pas. Parce que malheureusement, on pense que pour investir, faut d'abord que la personne ait utilisé le maximum de son plan APA. C'est bête, parce que si on a investi, peut-être que jamais elle aura le maximum de son plan APA. C'est là, faut penser à l'envers. Et ça, on a encore raté. Et puis, en vous écoutant tous les trois, je me suis dit que, en fait, peut-être ce qu'on devrait faire dans les ateliers auxquels nous travaillons et auxquels certains d'entre vous participent, j'en suis sûre, on devrait faire un récapitulatif de toutes les actions qui ont lieu dans les territoires. Et mon Dieu, plus je fais ce genre de réunions passionnantes, plus je me dis que les solutions, elles existent. Elles existent. Et donc, en écoutant la Maison Dahlia au Havre, c'est un exemple. Pourquoi ne pas obliger toutes les conférences des financeurs des départements via la CNSA? La CNSA, c'est elle qui donne les sous. À un moment, elle dit, là, au Havre, on a un bel exemple. Je connais bien la Maison Dahlia. Et la conférence des financeurs de tous les départements va financer une Maison Dahlia. Et la conférence des financeurs de votre dispositif mobile qui va partout, on en finance une par département. Il y a un moment, quand l'expérimentation fonctionne, on la duplique. Et puis peut-être que les pouvoirs publics, parce que notre rôle aussi, c'est que les territoires, c'est bien, ils ont plein d'idées, mais on est aussi responsable de l'égalité de traitement sur tous les territoires. Et là, on va arriver à un autre point qui nous fâche, nous, en tant que parlementaires, c'est l'égalité de traitement entre tous les territoires. Et ça, c'est aussi un vrai sujet. Donc, voilà. Et puis, j'ai présidé une commission ANA, puisque j'avais une compétence habitat. Et je rêve d'un truc. Parce que là aussi, c'est la prévention, c'est un des sujets. C'est quand on part à la retraite, je ne sais par quel moyen le financer, mais de se dire, quand on part à la retraite, on fait un bilan de santé en général. On va faire le bilan de santé de la maison pour se dire, je vais vieillir longtemps, on paye, je ne sais par quel moyen. Peut-être est-ce que l'assurance, elle a intérêt aussi à investir dans ces choses-là. Est-ce que c'est un tout petit peu tout le monde? Le bilan de la maison, et de se dire, j'ai un petit peu de temps devant moi, qu'est-ce que je vais devoir améliorer pour quand je vais avoir un tout petit peu plus de mal à monter les escaliers de la maison, peut-être. Ou peut-être que là, j'ai encore une baignoire, faut peut-être que je la transforme en douche. Des choses tout à fait bêtes, mais faire le bilan de santé et le bilan de santé de la maison. Et ça, je pense que c'est des choses vers lesquelles on va devoir aller, parce qu'on est bien dans le cadre d'une grande politique de prévention. Voilà. Donc la question, c'était continuum domicile-établissement ou établissement-domicile. Je pense que la réponse, elle est différente selon le sens dans lequel on pose la question, mais on voit bien que les solutions existent. Elles existent, et votre expérience de sortie d'hospitalisation vers le retour à domicile, qui est très compliqué, passer par un SAS, c'est bien, mais le SAS, il doit aussi exister dans l'autre sens, parce que passer du domicile à l'EHPAD, c'est aussi parfois très compliqué et très brutal. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles il faudra travailler. Et puis, avant de passer la parole à Sarah, parce que sinon je peux partir très loin, puis on peut plutôt essayer de répondre à vos questions. Moi, je reste persuadée que, je suis d'accord avec Serge, le maintien à domicile, c'est pas un mot... c'est un peu violent, maintenir. Donc rester chez soi, rester à la maison, c'est bien sûr ce qu'on souhaite tous, et qu'on va devoir aussi collectivement trouver les solutions. Bien sûr, il faut former les aides à domicile. Moi, je mène le combat sur
les structures d'aide à domicile qui sont dans une situation assez compliquée, mais aussi parce que les aides à domicile, c'est une profession qu'il va falloir un jour se décider à valoriser et à mettre au niveau auquel elle doit être. Ça, c'est vraiment un enjeu pour nous qui doit être important. Et on a fait un débat il y a quelques temps sur la cyberéconomie et le robot. Il y a une dame qui a dit que le robot allait faire à la place d'eux. J'ai un peu bondi. Moi, je suis intimement persuadée que la domotique, elle est nécessaire, mais elle est au bénéfice d'eux. Gardons de l'humain. Attention, moi, je suis vraiment l'humain. C'est la base de tout, c'est la base de toutes les réussites. Et qu'on aide l'humain via les box. Et avec Sarah, je vais le dire, tant pis pour ça, j'ai parlé en premier. La box, c'est super sympa, la box. Elle peut faire plein de choses. Mais la box, elle peut aussi faire de l'humain. Elle peut aussi permettre à la personne de discuter avec la famille qui est parfois loin, avoir la photo des petits-enfants. Et ça aussi, ça fait partie du bien vieillir à la maison. Et c'est, mon Dieu, ce sur quoi on doit tous collectivement travailler. Donc ça, c'était les premières réactions assez rapides. Moi, je travaille dans l'atelier, je crois que c'est le 4, qui est le parcours de la personne âgée. En fait, notre parcours à nous, c'est le parcours de vie, très clairement. Et on voit bien qu'il y a plein de choses sur les territoires, là aussi, comme ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et qu'il va falloir trouver des solutions. Mais je pense qu'en fait, le vrai fruit de tout ça, ça va être répertorions ce qui existe dans les territoires, essayons de les dupliquer, les imposer un peu au niveau national, et essayons de lever les freins, qu'ils soient législatifs, qu'ils soient techniques, parce qu'on voit bien que vos problèmes sont à vos tout. Les idées, on les a, je crois. Les moyens, on les développe, et on est souvent enquiquinés par des dispositifs financiers qui existent, mais on voit bien qu'on ne peut pas les appliquer parce qu'on a imposé des trucs un peu... peut-être, à l'époque, on l'a fait exprès pour ne pas pouvoir les utiliser, pour dire on a fait, mais peut-être. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Mais on voit bien qu'on est... je le dis vraiment, à la croisée des chemins. On a la chance de pouvoir discuter de qu'est-ce qu'on veut comme vie pour bien vivre à la maison. Je l'ai redit et je l'ai dit plusieurs fois à la ministre. N'oublions pas le côté financement, parce que cette fois-là, on a l'opportunité de discuter. N'oublions pas le côté financement. Et donc, quand je dis financement, c'est financement de tout ce qu'on dit, parce que là, on va tout rater. Donc on a encore un petit peu de temps devant nous. Ce genre d'échange nous permet aussi à nous, est très intéressant, parce qu'on voit que les dispositifs, et vraiment, je dis chapeau, parce que tout ça, ça existe. Mais il faut le faire savoir, et il faut faire remonter tout ça là-haut pour un jour que ça redescende et que ça irrigue tout le territoire. Et je pense que le vrai enjeu, il est peut-être là. Alors, merci beaucoup. Et c'est vrai que dans une précédente, en 2007, il y avait déjà eu une grande, où tout d'ailleurs était déjà sur la table. Et entre autres, il y avait justement la recherche dans chaque territoire, puisqu'il y avait un système où dans chaque région ça se faisait, et où chacun montrait déjà ce qu'il faisait. Et c'est vrai que, au lieu de capitaliser, ça s'est mis dans un coin et on recommence pour la troisième fois. Mais bon, voilà. Sarah, à toi. Alors moi, je vais oser la question qui tue finalement. La question qui tue, c'est et comment on finance ? Ouais. C'est bien, c'est... Non. On a la commission finance et tout. Oui, alors c'est peut-être pour ça aussi. Non, moi je voudrais, en tout cas je rêve d'un monde où tout ce qu'on a vu est possible. Les solutions, elles existent. Et on a un mal aujourd'hui dans notre société, c'est la solitude. Le plus important, en tout cas pour moi, c'est que chacun vieillisse là où il veut et comme il veut. Et finalement, c'est rien d'autre que respecter, j'ai envie de dire, le premier mot de notre triptyque républicain, c'est simplement la liberté d'abord. La liberté d'abord, c'est quoi ? C'est de dire, si je veux rester chez moi, eh bien que je puisse rester chez moi. Et qu'on m'accompagne pour rester chez moi. Si je veux aller dans une maison, si je veux aller dans un EHPAD, moi j'aime bien dire maison, parce que c'est le côté plus vivant, plus charnel presque, eh bien que je puisse le faire. Et là, effectivement, on est confronté à premier des freins, c'est le reste à charge. Et faut... Ne tombe pas surtout. Ça serait... Il y a plein de médecins, mais quand même, je me sens en sécurité, c'est pour ça. Non, le plus freinant, c'est et finalement comment je fais, comment je paye. Eh bien moi, j'ai une casquette de fiscaliste, et je pense que finalement, on a les solutions. Alors comment on les accompagne ? Eh bien, comme on accompagne aujourd'hui la transition énergétique. Moi, je rêve que le financement de l'accompagnement, de la dépendance, du grand âge, on appelle ça comme on veut, eh bien, finalement, ça devienne un financement bankable. Que ce soit sexy de mettre de l'argent dans un mur, parce qu'on sait que les murs du couloir sont des murs qui sont importants. Alors, dès le début, quand on pense une maison, quand on la construit ou quand on la rénove, qu'on puisse le financer.
Et finalement, quand je dis un financement bankable, un financement plus sexy, moins tabou, que ça devienne quelque chose de naturel. Pour ça, le législateur, en tout cas nous avons la capacité de le faire. On a la capacité de le faire parce que vous avez pensé les solutions. Et pour ça, il y a plusieurs réponses. En tout cas, la première, c'est évidemment un équilibre entre une solidarité nationale, mais aussi une responsabilité individuelle. On va pas se mentir, on le disait, l'argent public est rare. Par contre, notre responsabilité, c'est aussi d'accompagner la société. Et l'individu et sa famille. Et c'est là où on a deux sujets. Quand je parle de l'individu, c'est quoi aujourd'hui, pourquoi les familles prennent conscience qu'il faut isoler les combles? Que finalement, il faut peut-être revoir ses fenêtres. Parce qu'on a mis sur le devant de la scène deux sujets. Un, le coût, ça fait mal au portefeuille. Et ça, on le voit tous les mois. Et le deuxième, c'est on se dit, mais finalement, c'est pas une dépense. Quand je vais changer mes fenêtres, c'est pas une vraie dépense. C'est une avance de trésorerie parce que je sais que je vais l'amortir. Et d'une certaine manière, il y a le côté, je transmettrai à ma famille un bien plus sain, moins énergivore, et en même temps, ça va me faire du bien à moi parce que je vivrai mieux. Eh bien, c'est exactement la même réponse qu'on doit apporter à la question de mieux vivre chez soi. Et mieux vivre chez soi tout le temps. Pour ça, on a deux possibilités. On a ce qui existe déjà, c'est nos maisons. Comment on accompagne des transformations. Et l'autre sujet, c'est on construit encore. Mais il faut construire plus intelligemment, bon sang. Et pas penser uniquement grand âge. On peut penser dépendance au sens le plus large. On peut penser que les maisons vont évoluer avec nous. Et là, je viens m'appuyer sur ce que vous avez dit avec la question de la domotique. Quand on met des capteurs, on peut les penser pour un jeune enfant et ils serviront presque tout au long de la vie. Puisque un jeune enfant qui tombe dans un couloir, un détecteur simplement de lumière qui s'active quand on est devant un escalier ou les chemins lumineux, ça ne sert pas que la personne à 80, à 75, mais ça sert le pio à 2 ans, ça sert potentiellement si on a un accident de la vie et qu'on a envie de rester chez soi. Et finalement, je pense que notre responsabilité, notre société doit apporter cette réponse, des maisons plus adaptées, plus adaptables. Et je regardais votre douche. Effectivement, c'est pas très beau d'avoir un siège dans sa douche. C'est plus joli, une belle douche à l'italienne. Mais si le mur est déjà prêt, et que finalement, l'installation n'est que venir installer le siège, alors l'acceptabilité des travaux est aussi plus simple. Et c'est là où on arrive au point, je veux dire presque culminant de la fiscalité, et de là où je pense que c'est important d'aller, c'est comment, fiscalement, on accompagne ces créations. Comment, fiscalement, comme on sait changer et accompagner les changements de fenêtres, demain, on saura faire que les murs des couloirs, des salles de bain sont mieux pensés. Comment l'installation d'outils domotiques, dès le début, parce qu'on sait que venir rénover coûte des fois plus cher que le penser à l'initial, comment demain, on construit ou on rénove de manière plus pertinente. Moi, mes réponses, elles sont plutôt, enfin en tout cas mes réponses et mes réflexions sont plutôt cet axe-là. Et puis, vous avez présenté le projet, enfin le retour. Ça aussi, c'est important. Vos établissements, ils répondent à un vrai besoin sur nos territoires. Parce qu'on est chez soi, et de temps en temps, on est avec nos familles. De temps en temps, il y a les aidants familiaux, donc plus naturellement les aidants naturels. Eh bien, on a aussi envie de vacances. Pour avoir un équilibre de vie familiale plus global, il est nécessaire d'avoir ces lieux de retour. Et ça répond à ma première préoccupation, c'est-à-dire la liberté. Et pour ça, alors oui, il faut que la filière, il faut que les acteurs s'activent, proposent. Et encore une fois, il faut qu'on en ait envie. Et que finalement, on n'aille pas dans un établissement parce qu'on n'a plus le choix. Et c'est en créant cette envie globale que finalement, dès 60 ans, dès 45 ans, et même, j'ai envie de dire, dès 30 ans, quand on commence à imaginer sa future maison, on aura envie d'intégrer tout ça. Et là, on aura gagné un combat de génération. Et on ne parlera plus de nos vieux en disant « on les maintient à domicile ». Mais on dira « vous vous rendez compte, moi, ma maison, je l'ai pensée pour peut-être y vivre toute ma vie. Parce que si demain j'ai un pépin, si demain j'ai un enfant qui a un pépin, eh bien, je pourrai rester et je ne serai pas obligée. Ma vie, elle m'appartient. Et la société doit permettre à ce que on puisse avoir la liberté de choisir. Et ça, moi, je n'ai qu'une arme, qu'un seul outil, la fiscalité. Et là, le législateur, effectivement, est tout à fait l'acteur. Vous créez, vous pensez, et nous, on accompagne. On accompagne les plus fragiles. Mais c'est assez basique. Moi, je sais mettre en œuvre l'accompagnement. Je saurais pas penser la domotique, même si ça m'intéresse, et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Mais votre mur, je ne le connaissais pas. Et pourtant. Et là, si on arrive à enclencher ces réflexions,
alors on aura gagné quelque chose. On ne pensera pas toujours avec une petite larme en disant « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Finalement, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on installe une barre. » C'est pas très beau. À l'inverse, si on anticipe et on se dit « C'est un investissement, c'est de la prévention, c'est comme le sport, tout devient vivant, et si c'est vivant, et si en plus, moi ça me fait gagner de l'argent, alors oui, tout le monde est gagnant. Les acteurs, la société, les familles, et évidemment les personnes, nos petits vieux, pour le plaisir. » Alors, merci, elle a 29 ans, vous voyez, donc elle pense au trentenaire. C'est-à-dire que bientôt elle se dit, il va falloir que j'y réfléchisse et tout ça. Elle est dans l'anticipation. Alors, si je reste juste sur la fiscalité, tout à l'heure, Jean-Philippe parlait de cette aide qui a été de fait supprimée. Donc, vous deux, vous êtes plutôt dans l'idée de pouvoir soutenir le fait qu'on remette quelque chose qui pousse les gens, qui aide les gens, tout simplement, à prévoir l'avenir. Alors, c'est vrai qu'on avait fait une étude il n'y a pas très longtemps. Globalement, 92% des gens disaient « je veux vieillir à la maison ». Puis après, on demandait, mais est-ce que vous avez adapté vos logements? On était à 21% des personnes, donc de ceux de plus de 65 ans qui disaient « je veux rester chez moi », et seulement 21% avaient commencé à adapter. Donc on voit qu'il y a un sacré boulot, plus les 29 millions de logements à faire. Pour répondre sur les aides de l'ANA et pourquoi le GIR 4, on voit bien que les enveloppes de l'ANA, elles ne sont pas extensibles. Et que l'État a commencé par un critère qui est le GIR 4. L'idéal, ce serait GIR 6 et pas de GIR du tout d'ailleurs. Mais l'idéal, c'est ça. Mais sur les enveloppes de l'ANA, moi, pour avoir présidé une commission où, en début d'année, on commence avec des enveloppes pour les modestes et très modestes, et comme on se rend compte qu'il y a beaucoup de projets et qu'on ne va pas pouvoir tout financer, en cours d'année, on modifie les règles du jeu et on arrive aux très modestes. Et donc les modestes qui ont commencé un dossier, on se dit, cette année, c'est mort. Donc je pense que pour la partie ANA autonomie, commencer par un GIR 4, je crois que ça correspond à une étude par rapport au volume de choses à financer. Il est clair que la réponse n'est pas satisfaisante, mais vaut mieux fixer des critères un peu restrictifs et pouvoir tout faire, plutôt que d'élargir et dire non à des personnes. Je crois que l'ANA, à mon avis, a retenu les leçons d'il y a 5 ou 6 ans, où faire marche en arrière en pleine année, c'est juste catastrophique. Mais il est clair que si on veut, et on doit, c'est pas si on veut, c'est on va devoir adapter les logements, il va falloir ouvrir un peu les vannes de cette partie-là des enveloppes de l'ANA, et ça, j'en suis bien intimement convaincue. Mais pas que. Je crois aussi que la conférence des financeurs est un bon levier. L'interrégime, on parle de la MSA, il y a aussi des dispositifs qui permettent d'accompagner. Le rôle de la conférence des financeurs, je ne fais pas une fixette, mais je pense que c'est vraiment un bel outil. Il y a un moment, il faut mettre tout le monde autour de la table. Et je reviens sur le qui fait quoi. Et quand on voit que parfois, on est 4 à pouvoir financer la barre, et zut, si on est 4 à pouvoir financer la barre, non, on dit il y en a un qui finance la barre, l'autre qui finance le réhausseur de toilette, et l'autre qui... Enfin, voilà, c'est ça. Mais il faut mettre tout le monde autour de la table, et c'est collectivement, chacun se répartit les rôles, et arrêtons de financer tous la même chose. Et l'enjeu, c'est qui fait quoi. Qui fait quoi. Et si on met tout le monde autour de la table, on peut arriver à faire de belles choses. Et pour compléter les propos d'Agnès, voilà, là, on a l'exemple, l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. La solidarité nationale, elle doit se concentrer sur les personnes qui vraiment n'ont pas les moyens de commencer le financement. Par contre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on fait partie de la classe moyenne ? Qu'on n'est pas dans les critères des très modestes et que finalement on se retrouve bloqué. Alors on n'est pas suffisamment pauvre pour être accompagné et on n'est pas suffisamment riche pour pouvoir adapter son logement. Et finalement on est pris en étau. Et c'est là où ça peut être intéressant. Quand aujourd'hui on sait créer un prêt à taux zéro pour la transition énergétique, alors il faut penser à l'ouvrir peut-être pour la transformation de nos logements. Quand on sait aujourd'hui défalquer des kilomètres, c'est c'est le grand débat. Pas pour l'ouvrir, mais quand on sait défalquer des kilomètres, alors peut-être... T'as pas mis ton gilet ? Mais c'est pour ça que je suis en gris. Elle n'aime pas le jaune. Alors que pourtant, d'habitude... non, hors humour. Mais on sait aujourd'hui financer, défiscaliser des kilomètres. Alors peut-être que dans les crédits d'impôt, il faut savoir venir enlever une partie de ces investissements. Et je vais aller un peu plus loin. Quand on peut ouvrir et récupérer de l'épargne salariale, quand on se marie, quand on se paxe, quand on a un enfant, bon sang, c'est aussi un moment de la vie, quand on décide et on prend conscience qu'il faut faire évoluer son logement. Alors, le législateur qu'on est peut faire évoluer ces règles-là et simplement dire, quand quelqu'un fait ce bilan, il a le droit de récupérer une partie de son épargne salariale sans qu'il y ait un coût fiscal derrière. Et ce sont des idées toutes simples qui ne viennent pas alourdir le budget de l'État. Au contraire, qui viennent juste rendre
nos règles, on parlait de lever des freins, nos règles plus humaines, avec un peu plus de bon sens. On a envie de les applaudir quand même, hein, oui. Alors, est-ce que justement, on applaudit, là je sens la salle qui bouillonne, qui dit « Ah, des députés, ça peut être comme ça peut dire des choses qu'on comprend d'abord et avec lesquelles on est d'accord, c'est quand même sympa ». Est-ce que du coup, il y a des remarques, des interrogations, des questions ? Donc Madame la députée, déjà pour vous rassurer, vous n'avez pas perdu le combat du chemin lumineux, puisqu'on l'a fait il y a 1 an et demi à Rouen, et c'est moi-même donc qui ai fait toute la journée. Alors c'était sur 200 personnes, non pas parce que je dirais c'était un manque de moyens financiers, mais c'était un manque de connaissance, je dirais, du circuit industriel, parce que quand on nous commande du jour pour le lendemain 3000 capteurs, malheureusement on ne sait pas faire. Donc je vais citer la marque, hein, c'était avec Legrand, et on était, alors bon voilà, on en a fait 200, mais la démarche était lancée. Je connais assez bien le sujet, c'était mon combat. Hein. Mais 200 sur combien? Oui, mais bon, on peut déjà partir de 200 et mesurer et voir ce que ça donne. Ensuite, juste une réflexion, mais effectivement, bon, par rapport, je suis d'accord avec évidemment tout ce que vous dites. D'accord sur le fait que l'ANA, je dirais aujourd'hui, ait mis des GIR 4 et moins, parce qu'on est là, effectivement, pour, je dirais, pour les plus modestes et les plus fragiles, et je ne reviens pas dessus. Maintenant, on n'a jamais pris en considération qu'on est tous égaux devant malheureusement le coût humain de la chute, le coût financier de la chute et les coûts indirects de la chute, engorgement des hôpitaux et ainsi de suite. On sait que les chutes, c'est à peu près 2 milliards d'euros par an, au bas mot, hein, que ça coûte à la collectivité, plus donc les coûts induits, hein, qu'on n'arrive plus ou moins pas à mesurer. Donc effectivement, il y a cette notion que vous citiez de retour sur investissement à très court terme qui peut permettre à un moment donné de faire des économies aux finances publiques. Ensuite, dernière chose, vous parliez tout à l'heure de comment on fait le repérage. Là, la technologie peut nous aider. On va lancer, nous, en janvier, alors on a pris une start-up sous le coude qui lance un logiciel d'auto-évaluation du logement. Donc la personne va remplir une grille d'ergo, tout simplement. Si elle est paumée, elle appelle une plateforme d'ergo. Et au bout du bout, alors ça ne va pas sortir un diag d'ergo, on ne peut pas l'appeler comme ça, mais au moins il y aura déjà des premières alertes. Hein. Donc il y a des choses qu'on peut numériser et accompagner. Et pour le coup, partager entre le public et le privé pour faire baisser les coûts, justement, et passer à un autre sujet. Voilà, c'était juste trois réflexions. L'évaluation multidimensionnelle que doit faire un travailleur social lorsqu'il va faire un plan APA, derrière, il faut qu'elle soit suivie des faits, il faut qu'elle soit partagée. C'est-à-dire que l'évaluation multidimensionnelle que fait le travailleur social quand il vient chez la personne, l'idée, c'est bien sûr qu'il ne regarde pas que la personne, c'est surtout qu'il regarde aussi l'environnement. Mais derrière, si cette évaluation, elle n'est pas partagée par les acteurs, eh ben, elle n'a servi à rien. Donc l'enjeu, il est aussi là, parce que maintenant, on peut faire cette évaluation. Elle doit être faite d'ailleurs, mais derrière, je pense qu'on n'est pas encore allé jusqu'au partage de cette évaluation. Et qu'est-ce qu'on fait pour, une fois qu'on a constaté que, pour améliorer les choses? Vous allez peut-être dire que je fais une fixette sur les classes moyennes. Oui, chacun la sienne. Et la prévention. Mais aujourd'hui, on sait que quand on fait un bilan énergétique, on peut enlever la dépense de ses impôts. Alors moi, j'aime bien ma feuille d'impôt, c'est pour ça. Je pense qu'on la regarde tous. Mais oui, mais c'est le quotidien. Alors que demain, avoir des personnes qui peuvent venir faire un vrai bilan humain, physique, de sa maison et pouvoir dire, bien, j'ai 10 ans pour adapter ma maison, c'est aussi un gain pour la société en prévention. Et en fait, finalement, c'est en dédramatisant le sujet. Hein. Je pense que le sujet, en réalité, il est quand même super fun. On fait des travaux, ça améliore la maison, c'est plutôt agréable, on peut changer les couleurs. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut que ce soit pas en réponse à un danger immédiat, il ne faut pas que ce soit une pression, mais finalement, devenir un chemin de vie. Et pour ça, la responsabilité, elle est collective. 1, on dédramatise. 2, on rend ça beaucoup plus accessible. Et on en parle. On en parle. Je veux dire, on aime nos maisons, on aime nos petits vieux. On aime... Non, mais c'est vrai. Et tout ça fait que... Parce que je sais que tu les aimes. Je sais que tu les aimes, c'est pour ça. Mais je veux dire, c'est nos grands-parents, c'est nos parents, c'est nous demain. Et finalement, c'est en rendant ça beaucoup plus léger qu'on pourra accéder. Et que cette information, elle va devenir beaucoup plus légère. Alors que quand on est dans l'urgence, là, c'est déjà beaucoup plus dur. Et puis, dernière chose, il y a aussi de la création d'emplois à la clé, puisque aujourd'hui, la filière d'ergothérapeutes, je dirais libéraux, ne décolle pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'en vivent pas. Donc, ils partent tous en établissement dans la petite enfance, et aujourd'hui, alors qu'on aurait besoin d'armées d'ergothérapeutes libéraux demain. Donc ça aussi, c'est des sujets à porter pour dire effectivement, dans les acteurs agréés dont je parlais tout à l'heure, il y a vraiment ce bon sujet, qui sera le complément, la béquille de l'artisan du bâtiment, et de nous aussi, hein, parce qu'on a tout à apprendre d'eux quand on devra faire des plans, des interventions et ainsi de suite. Donc ça aussi, il faut l'avoir, plus génération de TVA, tout ça, par les travaux induits, évidemment.
Il ne faut pas avoir peur d'employer les mots. Hein. La filière du grand âge, c'est aussi du développement économique. Hein. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Elle avait été d'ailleurs un peu inventée pour ça. C'est en l'idée d'un seul coup, une grande découverte, ça pourrait même être rentable. Voilà, ça s'appelle la silver economy. Il y a des gens qui sont contre-fichés avant. Qui disent, ah oui, ça peut aussi servir parce que les maisons de retraite, les services à la personne font de la silver economy depuis des dizaines d'années. Voilà, mais c'était pas fun, c'est pas tout ça. Quand il y a 16 millions de personnes de plus de 60 ans, quand on sait que demain on va multiplier par 3 ou par 4 les plus de 75 ans, les plus de 85 ans, c'est sûr que d'un seul coup, il y a tout simplement, c'est pas un gros mot, un marché. Voilà. Mais ça veut dire aussi de l'aménagement du territoire parce que des gens qui peuvent rester travailler et vivre au pays parce que justement, entre autres, il y a besoin d'accompagner tout ça. Je crois que le mot aussi que vous avez beaucoup utilisé, et je dirais que ça fait du bien, et là on sent quand même des petites évolutions culturelles, c'est tout simplement le terme de prévention. Il y a qu'à un moment donné, pour le politique, c'est toujours difficile la prévention parce que c'est prendre une décision dont on verra les résultats peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans. Évidemment, dans 45 ans, Sarah sera toujours à l'Assemblée nationale, dira non, je ne veux pas en faire mon métier, mais enfin voilà. Mais il y a une limitation des mandats, mais on peut en faire d'autres, je crois. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ça la grande difficulté. C'est que vous devez pousser à des décisions dont les résultats sonnants et trébuchants et humains seront évidemment dans beaucoup plus longtemps. Prévenir, c'est investir pour l'avenir. C'est pas compliqué. Hein. J'aurais presque pu dire investir pour agir. J'ai pas osé, mais puisque tu le fais. Alors, est-ce que on arrive... Ça va, on est dans les temps ? Non, d'accord, ok. Généralement, j'ai peur qu'elle me tire les cheveux quand on est trop en retard, donc je fais très très attention. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question ? Je voulais dire qu'on a avec nous Loïc et Véronique, qui sont deux membres du conseil scientifique de la Fondation pour le bien vieillir, dont Véronique Châtel qui vient de nous rejoindre, qui dirige une revue qui s'appelle la revue Aider, qui est sur les aidants. La question des aidants aussi, elle devra être extrêmement présente dans cette nouvelle loi. Merci à vous deux. Et puis je vais demander à Aude de bien vouloir... Alors d'ailleurs, restez attentifs parce qu'on va parler de quelque chose qui fait lien avec la future loi, tout ça. C'est la grande consultation. La grande consultation. Parce qu'il est interdit de dire petite consultation. Voilà. Bien, merci beaucoup. Oui, effectivement, je voulais... juste rappeler que la Fondation Corian est partenaire de la grande consultation pour comment mieux prendre soin de nos aînés, qui a été lancée par Agnès Buzyn le 1er octobre dernier en partenariat avec mec.org. Voilà, donc chacun d'entre nous, chacun d'entre vous peut faire remonter un certain nombre de propositions. Alors on en a eu quelques-unes ce soir, je pense qu'elles auraient un grand succès. Voilà, l'objectif c'est qu'ensuite toutes ces propositions, alors soit effectivement repris dans le cadre des échanges qu'il y aura sur la future loi autonomie grand âge et qu'également nous travaillons, donc les différents partenaires qui sont dans cette consultation sur des actions concrètes. Voilà, donc chacun pourra travailler et mettre en œuvre à son niveau des solutions et des actions concrètes donc dans les 2-3 ans à venir. Donc c'est pas simplement une consultation qui restera sans aucun lendemain. Effectivement, il y aura des actions, on aura l'occasion de revenir vers vous sur ce point-là. Voilà, et rapidement également, les prochains rendez-vous de la Fondation. Nous avons une matinale à Nancy début décembre, le 6 décembre, sur la thématique « Je suis vieux et alors ». Alors, on va parler de rôle social, de l'utilité des aînés, y compris en établissement, avec des établissements Corian, les partenaires, également l'ensemble des réseaux avec lesquels on collabore sur les territoires. Et puis, nous avons un prochain plateau fin janvier sur le thème des aidants, aidants jusqu'en EHPAD, pour l'interrogation. On aura l'occasion d'en parler effectivement avec vous, notamment Véronique. Là aussi, c'est de montrer que des solutions sont possibles, on évite aussi cette rupture de l'aidant le jour où l'entrée en EHPAD se passe. Quelle place pour l'aidant? Voilà, donc encore de belles questions en perspective et l'occasion de nous suivre ici et sur les réseaux sociaux comme à chaque fois. Merci beaucoup. Madame Boissard, je vous laisse le mot de la fin. Merci très, très rapidement pour vous remercier les uns et les autres, les unes et les autres pour ces débats extrêmement riches et stimulants.
Moi, j'ai envie de lancer un peu un appel. Vous savez, notre fondation s'est donné comme objectif d'être un lieu de discussion ouvert, de mobilisation au service à la fois des aînés, des aidants, des soignants et de l'ensemble des parties prenantes de ce qui est finalement le sujet de société de ce 21e siècle, qui est celui de la transition démographique et de la longévité. Et dans notre fondation, il y a aussi une vocation très forte qui est de se dire tout ce que l'on peut entreprendre tout seul aujourd'hui en mobilisant les acteurs, les partenaires, faisons-le. N'attendons pas, comme c'est souvent un peu la tentation en France en tout cas, tout de l'État et des autorités publiques, du législateur, mais regardons tout ce qu'on est capable de faire simplement en partageant les bonnes pratiques et en trouvant aussi des formes de collaboration nouvelles entre des mondes qui s'ignoraient. Et c'est vraiment le propre de la Fondation. Et je trouve ça formidable aujourd'hui d'avoir entendu à travers votre témoignage, Monsieur Arnoux, de voir combien en fait aussi le monde du bâtiment, de la ville, finalement de l'urbain ou du bâti a un rôle majeur à jouer dans un mieux vieillir ou dans un bien vieillir solidaire. Et donc voilà, make.org, cette grande consultation, on a aussi choisi de l'accompagner parce qu'elle va déboucher, je l'espère, on a vu là en intermédiaire un certain nombre de propositions qui sont remontées, il y a des propositions qui sont vraiment du grand bon sens. Et on se dit que, je dirais, il va y avoir le travail éminent du législateur pour déverrouiller, identifier, poser un certain nombre d'éléments qui sont indispensables. Et je pense qu'il y a évidemment des éléments sur le financement, il y a des éléments sur l'urbanisme, très certainement, des éléments aussi sur le pilotage, la coordination des acteurs. Mais ça, je pense que, enfin voilà, il y a bien plus savant que moi sur la question. Mais il y a aussi tellement de choses qui sont d'ores et déjà possibles que dans sa tête, on s'interdit aujourd'hui de penser. Et donc, très simplement et très pragmatiquement, on va continuer, passer par de l'expérimentation, généraliser les expérimentations. Activage est un formidable exemple en Isère. L'expérience qu'a montré Monique Roland en Seine-et-Marne avec le soutien de l'ARS, c'est une autre forme. Ça appartient à la même famille. Et notre objectif, à travers ce qu'on fait ici, à travers nos échanges et à travers notre collaboration avec les différentes parties prenantes, c'est de pouvoir généraliser. Et puis j'ai un dernier sujet qui me tient à cœur. J'étais très intéressée de tout ce que vous avez pu raconter, dire sur l'aménagement du domicile. Et en même temps, je suis très frappée, là c'est, je dirais, en mettant ma casquette européenne, de voir combien en France, dans notre culture, le domicile, en gros, c'est la maison, quoi. C'est la maison de famille, celle dans laquelle on a élevé les enfants, tout ça. Et donc on n'envisage pas que la chambre à l'étage, à un moment, c'est plus forcément totalement adapté, que le perron avec les escaliers, voilà. Bon, quand je regarde juste ce qui se passe un tout petit peu plus au nord, je pense à la Belgique, je pense à l'Allemagne, qui sont nos deuxièmes grands pays. Eh ben, il y a des parcours résidentiels très différents. Alors, c'est peut-être pas tout à fait ce que servent les différentes business units de Saint-Gobain, peut-être, mais qui sont en fait de se dire finalement, mon domicile, ça va pas être le même tout au long de mon parcours de vie. Et que quand je suis en pleine forme, que j'ai pris ma retraite ou que je commence à réduire mon activité, que les enfants sont partis, après tout, passer de la maison à l'appartement en ville, et un appartement qui aura été conçu au meilleur standard, voilà, qui sera connecté nativement, où on ne dépensera pas des sommes à le connecter, qui sera énergétiquement performant et qui sera si possible à proximité d'une plateforme de soins. Donc on pourra venir m'aider si jamais j'en ai besoin, mais j'en ai pas besoin au moment où je le fais. Je suis GIR, voilà, je suis GIR 7-8, je suis pas GIR du tout, voilà. Finalement c'est peut-être pas idiot et c'est pas un drame. C'est en réalité quelque chose qui est parfaitement dans le parcours de vie. Et moi j'ai une vraie question. Je ne sais pas si la consultation et le débat vont l'apporter, mais qui est aussi d'arriver à penser, si on veut arriver à penser les parcours de vie, comme vous l'avez dit, aussi penser parcours résidentiel de manière beaucoup plus dépassionnée, dédramatisée, et se dire que parfois, c'est beaucoup plus simple de partir dans un produit neuf au standard de marché que de s'évertuer à aménager ce qui est parfois quand même très difficile à aménager. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et je vous invite tous à prendre un verre et à aller voir Valérie qui n'était pas arrivée tout à l'heure. Je vous ai présenté. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots juste. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je remercie Madame Boissard pour cette invitation, participer aussi à cet échange qui m'a beaucoup enrichi.
Voilà. Donc voilà, j'ai écrit un livre sur le quotidien des maisons de retraite parce que j'avais envie qu'on porte un autre regard, un regard plus bienveillant, plus humain que celui qui est vraiment véhiculé très régulièrement par les médias, qui met à mal les professionnels que nous sommes, ceux qui sont engagés, ceux qui sont investis, qui les disqualifient, qui vraiment portent atteinte à leur motivation, à leur engagement. Et je me suis dit, la meilleure façon de le faire, c'est effectivement de me mettre un peu en retrait et de laisser les gens se dire, se raconter, de laisser en fait un espace d'expression pour les familles, les professionnels et les résidents, bien entendu. C'était vraiment leur donner aussi la possibilité de parler, de se dire, de se raconter. Parce que ça fait du bien aussi. Ça fait du bien à tout le monde, en fait. Ça fait du bien aux professionnels aussi, qui sont tout le temps là, qui sont au quotidien avec constance, avec fidélité, qui sont dans l'accompagnement. Et puis aussi pour les résidents eux-mêmes, qui peuvent enfin se dire, parce que c'est important. La parole, c'est libéré, c'est très important. Et donc ce livre, il est très modeste, mais ça permet de... En fait, ça vous ouvre les portes d'un établissement avec des séquences sur le déroulé d'une journée. Voilà, c'était vraiment pour aller au cœur même de l'institution, pour essayer de capter le maximum d'émotions, le maximum voilà, qu'on sente vraiment ce qui s'y vit et qu'on puisse avoir une vision différente. Voilà. Donc, il a été... voilà, je l'ai vraiment écrit dans ce but-là, parce que ça me semble fondamental en tous les cas. Dans cette société où effectivement on va vers un vieillissement important, enfin un nombre important de personnes du grand âge, je pense que c'est important aussi de ne pas... de travailler on va dire on est tous interdépendants et décrier les EHPAD, décrier tout le temps, bon, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Il faut qu'on travaille ensemble. Voilà, travailler ensemble pour le grand âge. Merci. Voilà, permettez-moi vraiment de dire, moi Valérie est venue, enfin j'ai eu la chance en fait de pouvoir lire le livre de Valérie quand il était simplement encore à l'état de projet, on va dire, et c'est vraiment, enfin je voudrais vous dire mon admiration devant ce que vous avez fait, parce que c'est pas seulement un témoignage, mais voilà, et on sent aussi que vous y mettez énormément de votre propre émotion, et voilà, et peut-être saluer aussi Henri Dougier qui est l'éditeur de un grand remerciement à Henri Dougier, parce que c'était un beau projet que j'avais depuis pas mal de temps, et voilà, il l'a concrétisé, et c'est un beau cadeau. Voilà, merci. Voilà, on peut être soignant et écrivain et auteur littéraire. Merci.